La gym, voilà, je suis arrivée jusqu'au championnat de France, donc j'étais avec la Fédération française de gymnastique, la FFG. Ce qui m'aide énormément, c'est quand ça passe par le corps. Je comprends les situations, je comprends les choses, et les choses me sont beaucoup plus limpides et beaucoup plus claires quand ça passe par le corps. C'est de trouver cette aisance corporelle, c'est de maintenir une silhouette en mouvement et de garder cette fluidité de mouvement dans le corps évidemment, mais dans les situations de vie, oui, ce côté voyage, et loisirs, parce que c'est vrai qu'on a à cœur avec Sébastien d'offrir, j'allais dire encore des possibilités de mouvement à nos enfants, au sens où l'outdoor est très important pour nous. Et d'abord parce on vit dans cet écrin-là, on vit dans cet environnement-là. Donc nous, on vit en montagne. Briançon, c'est quand même à 1200 mètres d'altitude. C'est toujours plus intéressant de s'adapter à notre terrain, quoi. Passer la ligne d'arrivée, c'est un objectif, mais c'est pas toujours l'objectif. Parce que, encore une fois, le trail, c'est fait de plein de petites aventures et c'est toujours surprenant. Parfois, on sait jamais ce qui va arriver et la base du trail, enfin, pour m'être intéressée un petit peu à l'histoire du trail, à la base, c'était on s'inscrit, on sait pas si on va arriver au bout, quoi. Ça, on ne sait pas. Bienvenue dans ce podcast où je vous emmène dans un voyage au cœur de l'invisible et des possibles. Je suis Karine Lemaître, chamane nordique, coach et aventurière. Chaque semaine, je vais partager avec vous des histoires sur mes propres aventures, mes mésaventures, mais aussi des rencontres avec des personnes inspirantes qui, comme vous, cherchent à écrire leur propre légende. Préparez-vous à être guidés, à découvrir des parcours uniques et à éveiller la puissance qui sommeille en vous. Allez, c'est parti! Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Write Your Own Legend podcast. Aujourd'hui, j'ai une invitée spéciale parce que c'est aussi mon amie, Émilie. Oui. Merci Émilie d'avoir dit oui à mon invitation, parce que c'est ton premier podcast. Exactement. Donc peut-être un petit peu de stress. Oui, ça fait un moment que j'ai pas interviewé. Donc Émilie, je souhaitais t'interviewer pour plein de raisons qu'on s'est dites juste avant quand on a parlé. Mm-hmm. Mais d'abord, avant de te poser les questions et que tout le monde entende les raisons pour lesquelles je t'interviewe, j'aimerais bien que tu te présentes. Oui. Donc, en effet, je suis Émilie Josse, je suis ostéopathe, je suis hypnothérapeute, je suis formatrice. De mon métier d'ostéopathe, je me suis spécialisée dans 2 pratiques, l'ostéopathie aquatique et l'oro-maxillofaciale et l'ostéopathie dentaire. Voilà, c'est 2 spécialités que j'apprécie et j'y suis allée à la fois par curiosité et à la fois j'y ai trouvé du sens au fur et à mesure. Je suis mère de 2 enfants, je suis en couple, je suis femme et voilà. Merci. Il me semble que tu oublies un petit truc. Oui. Tu es aussi coureuse de trail. Ah oui, c'est vrai. Ah mais oui. Oui. Oui, alors c'est vrai, je l'oublie parce que c'est récent dans ma vie. En fait, c'est arrivé suite à mes 2 maternités. C'est pas du tout un sport que je connaissais. Je viens pas du tout du trail. J'ai toujours fait de la course à pied. Mais c'est une amie Marine qui m'a motivée après mon 2e garçon, après Octave. Octave avait 1 an et demi et puis le trail des écrins se passait en juin, début juin. Et puis elle m'a dit allez viens, inscris-toi avec moi, etc. Je ne connaissais pas le trail, je connais la montagne, je connais l'outdoor, je fais du sport, mais voilà, j'ai découvert cette pratique. Et en effet, donc Octave a eu ses 3 ans hier, donc c'est assez récent dans ma vie quand même le trail. Ça fait 1 an et demi que je m'y suis mise. Après, je suis amateur. Et je me suis un petit peu pris de passion quand même pour ce sport. Ouais. Mais ça, on va y revenir. J'ai plein de questions à te poser à ce propos. Oui. Mais déjà, en fait, pour les gens qui vont nous écouter, mais pour moi aussi, parce que je connais pas toute ton histoire, tu n'es pas née en montagne. Pas du tout. Tu vois, souvent on se dit les coureurs de trail, les montagnards, etc. J'aimerais bien que tu retraces un peu, tu sais, dans les grandes lignes de ta vie, d'où tu viens, c'est quoi ton background et qu'est-ce qui t'a amené à atterrir ici, en fait. Ok. Alors, je suis née à Lyon. Je suis originaire de Lyon. Je dirais que moi, c'est quelque chose que je ressens très fort dans mon corps et c'est ce que m'a toujours relaté et ma mère et mon père. C'est que j'avais dès petite une facilité d'expression corporelle.
Voilà, l'école, ça n'a pas toujours été un long fleuve tranquille pour moi. Ne serait-ce que parce que je suis du 29 décembre et que je suis de fin d'année. Donc ça me donne déjà un petit peu le ton parce que en termes de maturité, ça a toujours été un peu, comment dire, un petit peu long pour moi et je suis un peu un diesel. donc voilà, j'avance, mais j'avance à mon rythme. Et voilà, du coup, ma facilité, c'était vraiment mon aisance corporelle. C'est vrai que j'avais la facilité de reproduire facilement les choses dans mon corps et que je suis plutôt polyvalente dans les sports. Après, petite, c'est vrai que je fais des bonds hein, parce que tout ça est en lien, mais dès petite, j'étais à la fois de fin d'année, donc parfois une maturité un petit peu en latence, quoi, un peu au ralenti. Et puis pour autant, quand je suis arrivée au CP, je parlais énormément, je m'exprimais énormément. Et cet instit avait dit à ma mère, mais il faut lui faire sauter une classe, etc. Et ma mère avait dit non, prenons le temps, je sais qu'elle est de fin d'année et laissons-lui son rythme. Et en effet, c'était très bien comme ça. Mais c'est pour revenir sur le côté corporel et mouvement, parce que ça, c'est quelque chose qui m'a toujours suivi et toujours habité. Et de là, ma mère m'a inscrit à la gym, à la baby gym. J'avais 2 ans et demi et j'en ai fait pendant 15 ans. Donc, je viens de là. C'est vrai que la gym m'a construite vraiment sur le plan de la souplesse, de la rigueur, de la discipline. De la compétition, c'est mon premier sport, c'est vraiment mon premier bain dans le sport et dans l'aisance corporelle. T'avais fait de la danse aussi, non? Alors c'est arrivé après, donc la gym, voilà, je suis arrivée jusqu'au championnat de France, donc j'étais avec la Fédération Française de Gymnastique, la FFG, et c'était un club quand j'habitais dans les monts du Lyonnais, et voilà, et de là, ensuite je suis rentrée au lycée, puis ensuite allée en sport-études danse. À Juliette-Récamier, un super lycée public qui était au plein cœur de Lyon, alors que j'habitais les Monts d'Or. Et donc, pour y aller, je devais prendre le train. Et petite, jusque à mes 18 ans, on va dire que j'avais une peur, enfin plusieurs, mais en tout cas celle-ci m'a marquée, c'est que j'avais peur d'être seule. J'avais peur de rester seule chez moi. Et descendre à Lyon, pour moi, c'était quand même impressionnant. Et en fait, le seul lycée en sport-études danse, c'était à Perrache. Et moi, j'habitais un petit village en campagne. Et le seul choix, enfin, le seul moyen, c'était de prendre ce train à Couzon-Mont-d'Or, à Curis-au-Mont-d'Or, et puis d'aller jusqu'à Vèze. Et ensuite, de Vèze, aller jusqu'à Perrache. Donc ça, j'ai fait ça tout mon lycée. Tous les jours ou tu étais interne? Non, je faisais ça tous les jours, le matin et le soir. J'y allais le matin, je rentrais le soir à la maison. Et donc, on avait de la théorie, on avait l'histoire de l'art, l'histoire de la danse, et puis on avait de la pratique, évidemment. On avait aussi un abonnement à la Maison de la Danse. Donc, tous les mercredis soirs, on allait à une représentation à la Maison de la Danse. Et ça m'a porté, en effet, tout mon lycée. Et la danse... m'a appris un point fondamental de mon métier actuel, c'est l'anatomie. Donc c'est le positionnement, c'est positionner son corps dans l'espace et dans le temps. Parce que dans la danse, il y a vraiment une notion d'espace-temps. Il y a une écriture chorégraphique, mais il y a aussi vraiment la notion d'espace-temps. Et ça, c'est un point sur lequel j'étais un peu en difficulté parce que la coordination, c'est pas facile pour moi. Et puis, on va dire que j'ai des lacunes de dyslexique. Voilà, c'est vrai que j'ai fait beaucoup d'orthophonie petite, je confondais les lettres, mais en tous les cas, voilà, j'ai un cursus scolaire pas toujours évident, mais et en effet la coordination était pas simple. Et la danse m'a beaucoup rééduquée. À côté de ça, tout ce que tu as fait corporellement parlant, finalement, ça a rééquilibré tout ce qui était un peu difficile pour toi à l'école. C'est pour ça que pour moi, et c'est pas si étonnant aujourd'hui que je sois ostéopathe, c'est que
ce qui m'aide énormément, c'est quand ça passe par le corps. Je comprends les situations, je comprends les choses, et les choses me sont beaucoup plus limpides et beaucoup plus claires quand ça passe par le corps, parce que c'est un de mes atouts, c'est ma grande force, et c'est une de mes facilités, oui. D'accord. Et pour accélérer un petit peu le temps, qu'est-ce qui t'a fait devenir ostéopathe derrière? Quand t'es sortie du lycée, comment t'as fait tes choix d'études et comment t'en es venue déjà à faire un métier autour du corps encore? Eh bien, en fait, donc j'ai passé mon bac avec une grosse option danse. C'était une option qui valait 12 points, autant que la philo, enfin bref, dans laquelle j'ai excellé. non mais disons-le. Oui, disons que j'ai eu 20 sur 20, donc bon, c'est dur de faire plus, quoi. Voilà, et puis quelque part, c'est bien d'être fier de certaines choses qu'on accomplit quand même. Donc voilà, et puis plusieurs options s'offraient à moi, soit poursuivre dans la danse et rentrer dans une compagnie, soit poursuivre les études. Et moi, j'ai pris cette option. Parce qu'en fait, la danse, en effet, m'a ouvert un point fondamental, c'est, j'en parlais tout à l'heure, donc l'anatomie. Et en fait, comment j'en suis venue à l'ostéopathie, c'est justement par l'anatomie. C'est ce qui m'est venu en premier, c'est comment est fait le corps. Après, j'ai eu besoin de comprendre comment fonctionnait le corps, c'est-à-dire d'un point de vue respiratoire, cardiaque, musculaire. Et puis après, j'ai eu besoin de comprendre le rapport patient-thérapeute. D'accord. Mon métier, vraiment, s'est dessiné autour de ces 3 points. Et toutes mes études d'ostéopathie, quand je suis rentrée en ostéopathie, en études d'ostéopathie, la première année a tourné autour de comment est constitué le corps, comment il est fait au niveau de sa structure, vraiment. D'accord. Et après, je suppose que ton métier a évolué, tu parlais de l'accompagnement. Oui. Certainement que derrière le corps et derrière le côté structurel, toi, tu as envie d'amener quelque chose à travers le corps. C'est quoi, en fait? Tu sais, en chamanisme, on parle souvent de médecine. Oui. Je sais pas si tu m'as souvent entendu parler de ma médecine. Par exemple, mon truc, c'est d'aider les gens à écrire leur propre légende. Bien toi, sûr. si tu devais définir une médecine à travers l'ostéo, de moi, mon truc à travers le corps, c'est d'amener ça aux gens, ce serait quoi? Ce serait, je pense, de leur partager ma clé qui a été, alors de la mettre en mots, c'est pas si simple, c'est de trouver cette aisance corporelle, c'est de maintenir une silhouette en mouvement et de garder cette fluidité de mouvement dans le corps évidemment, mais dans les situations de vie que vivent les gens. C'est-à-dire que parfois, quand on vit telle ou telle chose, tel ou tel événement, on va avoir tendance à se figer sur quelque chose, à fixer ça quelque part, et quelque part dans le corps aussi, ou dans sa vie. Et du moment qu'une situation est fixe, elle bouge plus, elle évolue plus, elle peut se résigner, elle peut s'éteindre à petit feu. Et ce que je transmets, et ce que je veux toujours transmettre à mes patients, c'est la circulation, le mouvement, la fluidité, et que ça circule dans leur corps. Et que le fait que ça circule dans leur corps, ils puissent garder et s'appuyer là-dessus pour que ça circule dans leur vie et dans ce qu'ils vivent, quoi. De garder du mouvement. Garder du mouvement, pour moi, c'est la base. C'est la base. Ouais, c'est une grosse base. Déjà, une première clé à retenir, garder du mouvement. C'est vrai qu'en fait, à partir du moment où on se met en mouvement, les choses se passent, la vie, elle commence à se configurer pour toi. Et en plus, on fait circuler vraiment à l'intérieur du corps l'énergie, l'émotion. Enfin, il y a beaucoup de choses qui se passent. Ça veut pas dire que y a des phases de blocage. J'aime beaucoup valoriser aussi les moments de creux, les moments où c'est un peu fade, ou un moment où il se passe pas grand chose, ou les calmes plats. Voilà. Mais pour moi, c'est toujours des phases transitoires, et c'est des phases qui vont permettre la créativité. Et ça, c'est un deuxième point qui est fondamental chez moi, et peut-être aussi par rapport à mon parcours, et notamment la danse. C'est justement, pour moi, mouvement et créativité, ça marche beaucoup ensemble. C'est-à-dire que dans ces phases parfois de creux, c'est là où on s'en rend pas compte, mais c'est là où émergent des petites choses. C'est là où on observe les choses différemment, où on s'inspire de plein de choses qui sont des petites graines ajoutées, et au final vont donner un beau projet. Mais c'est pour ça que ces phases de calme me font pas peur, m'inquiètent pas.
Et au contraire, je trouve que c'est chouette à vivre aussi. Et puis, c'est un petit retour sur soi-même aussi. C'est la phase d'introspection et on est obligé de passer par cette phase-là. On ne peut pas être en mouvement tout le temps, sinon ce serait contre-productif aussi et ça viendrait tirer sur des zones sur lesquelles... Mais dans le mouvement, il y a du rythme. Et le rythme change. Le rythme, il peut y avoir un rythme accéléré, il peut y avoir un rythme ralenti. Le rythme, il se modifie, il est malléable. Mais il y a toujours du mouvement. Quoi qu'il se passe, il y a toujours du mouvement. Même quand on est debout, on piétine. Même quand on est debout, il y a toujours du mouvement. Ça n'existe pas d'être debout, figé. Ça, c'est les statues, c'est quelque chose d'immatériel, c'est un objet qui sera fixe. Mais l'humain, quand il est debout, il oscille toujours un petit peu, il vacille toujours un petit peu. Donc, ça veut dire qu'en fait, quand tu... même les phases où on pense qu'il n'y a pas de mouvement, qu'il n'y a rien qui se passe dans notre corps, qu'il y a rien qui se passe dans notre vie... En fait, ce que tu dis, c'est que c'est pas vrai. Il y a toujours du mouvement. C'est juste qu'il est différent. Il est sur un rythme différent. Exactement. Et un rythme qui vient nourrir tous les autres rythmes, en fait, quoi. C'est le rythme qui change. Il y a des phases d'accélération où parfois on a 100 000 idées, 100 000 pensées à la seconde qui nous traversent. Et puis il y a des fois, c'est difficile d'en avoir une. Mais le calme plat, il n'existe pas. Et le calme plat, c'est la mort. Ouais, c'est ça. C'est comme mes chakras sont fermés. Oui. Alors la ligne droite, c'est la mort. Il y a toujours une infime petite partie de mouvement. D'accord. Ouais. C'est hyper intéressant. J'ai tellement de questions à te poser aujourd'hui. Je vais continuer là-dessus puisque je vais déjà commencer à t'interroger sur ton activité d'entrepreneur. Oui. Tu sais que ça fait partie des grands sujets que j'adore. Et justement, je te proposais d'en parler tout à l'heure. Donc toi, tu as été assistante d'autres ostéos au début. Ça, c'est ce que j'ai su. Après, tu as monté ton propre cabinet. Exactement, ouais. Et t'as bossé surtout en saison au tout début. Oui. Comment ça s'est passé ton début déjà d'installation toute seule, je m'envole en tant qu'entrepreneur? Donc, c'est un métier, j'allais dire qui est plutôt libéral, mais en réalité, aujourd'hui, il y a des ostéopathes qui sont salariés. Il existe tout un tas de façons de faire et c'est très bien. Moi, j'ai choisi de créer mon cabinet. Alors, en effet, quand je suis arrivée à Serge Chevalier, Briançon, je connaissais absolument pas la région. Je suis arrivée ici par une première histoire sentimentale. Ce que je comprends maintenant, c'est le côté notre territoire ici, la montagne, etc. Ça, j'y ai trouvé du sens, évidemment. Mais en tous les cas, oui, j'ai dû toquer aux portes parce que ici, personne m'attendait, personne me connaissait et c'était à moi de faire le premier pas, quoi. De faire le premier pas vers les autres. Donc, je me suis présentée. Et je me suis présentée déjà à tous les ostéos de la région. Ça me paraissait normal de me présenter, de dire que j'arrivais et puis que ce soit pour un échange professionnel ou pour une proposition en effet d'assistanat. Et donc j'ai fait un courrier et je suis allée en direct aussi les rencontrer. J'ai fait un courrier aussi pour tous les médecins de la région. Pareil, j'ai à cœur d'avoir toujours une vision un peu 360 et une possibilité pluridisciplinaire pour le patient. Donc que chaque praticien se renvoie là-bas et dire là tu vas voir Émilie, puis tu reviens me revoir. Exactement. Et puis vice versa. Donc j'ai fait la même chose pour les kinés. Kiné, médecin, ça me paraissait important aussi, qu'ils sachent que l'ostéopathie existe. Alors ça ils le savent, mais que ne pas hésiter à leur dire que l'ostéopathie est là et qu'on peut faire les choses à plusieurs et qu'on peut se compléter les uns les autres. Donc voilà, du coup, j'ai commencé par 2 ans d'assistanat avec une super collègue, amie aujourd'hui, Isabelle Paruzinski. Isabelle et Éric Letellier à Briançon sont un peu les 2 premiers ostéos de Briançon. Ils ont 63 et 64 ans, je crois. Ouais, c'est des entités ici. Exactement, ça a été mes maîtres d'apprentissage. C'est comme ça que je les appelle. Parents un petit peu de substitution, mais en tout cas maîtres d'apprentissage. Après mes études, une fois mon diplôme en poche.
Et en parallèle, j'étais collaboratrice, donc j'avais déjà la possibilité de créer ma patientèle. En fait, je partageais un lieu à Chantemerle, vraiment au cœur de la station de Serre-Chevalier, avec un praticien et avec Nicolas Galliado. Et en fait, j'avais 3 jours dans la semaine. Et en fait, la collaboration en ostéopathie, c'est on paye un loyer, mais on peut développer sa patientèle. C'est-à-dire que lui m'offre, j'avais la jouissance du lieu. D'accord. Ensuite, c'était à moi de créer ma patientèle. Et en parallèle, donc, j'avais l'assistanat avec Isabelle et avec Éric Letellier. D'accord. Donc, ça a été... les périodes d'assistanat, ça a été très enrichissant parce que c'est le moment où on peut se dire, post-étudiant, j'ai encore un peu le droit à l'erreur, entre guillemets. Ouais. C'est bien sûr que c'est des patients, bien sûr que c'est des humains, bien sûr que l'idée, c'est pas de se louper, mais par contre, ça offre encore la possibilité de se dire, mince, si il me manque un outil, soit je peux demander en effet à l'ostéo-référent, ou bien ça donne encore, ouais, c'est ça. Pour moi, c'était encore... T'es mentorée, quoi. Voilà, c'est ça. Mais du coup, t'es chapeautée un petit peu. Quand t'es assistante, vous n'êtes pas 2 dans le cabinet. Non, je suis toute seule. Toi, t'es en train de prendre en charge la patientèle de l'ostéo. Exactement. Et c'est une rétrocession qui s'effectue entre le praticien principal et puis l'assistant. Et ça a été quoi le déclic? C'est quoi qui a fait que tu t'es dit, à un moment donné, je vais arrêter d'être assistante et je vais lancer mon propre cabinet? Donc, en parallèle de mes assistanats, j'avais quand même cette collaboration. Donc, j'avais quand même ma patientèle qui se crée au fur et à mesure. Et puis, de cette collaboration, j'ai créé mon cabinet au sein du centre thermoludique à Monétier-les-Bains, les grands bains de Monétier. Donc là, j'ai créé mon cabinet, mais j'avais encore ces 2 assistanats. Et pour répondre à ta question, en fait, c'est Éric qui un jour m'a dit j'ai besoin de discuter avec toi. Je dis ok. Et puis qui m'a dit bien parfois parfois je mélange les expressions, mais il me dit voilà le singe dépasse le maître. Non, c'est quoi l'expression? L'élève dépasse le maître. Le singe aussi. Bon, ça dépend alors de ton astrologie chinoise. Ah non, voilà, c'est ça, je confonds les expressions. C'est on ne fait pas boire un singe qui n'a pas soif. Et c'est voilà. L'élève dépasse le maître. Exactement. Et un jour, il me dit je crois que là l'élève dépasse le maître. Et bon vent. C'est génial, hein. Putain, c'est super fort. Hein. Ouais. Il est planté. Bon, oui. Il y a des super échos de lui, mais oui. Pour qu'un mentor soit en capacité de dire ça, il a un super alignement, quoi. Ouais. Et parce que moi, c'est vrai que j'avais un très gros rythme à ce moment-là parce que j'avais mon cabinet. Donc là, j'étais plus en collaboration parce qu'en collaboration, j'avais pas un temps plein puisque du coup le lieu on le partageait. Donc j'avais que 3 jours semaine, quelque chose comme ça. Et donc au Grand Bain, non, j'avais mon cabinet plus 2 demi-journées dans la semaine avec Isabelle, plus l'assistanat de Éric quand il partait en congé, et ça arrive plusieurs fois dans l'année. Hein, et donc c'est vrai que je courais pas mal d'un cabinet à l'autre. Surtout t'es obligé de te farcir toute la vallée, quoi, parce que c'est pas tout dans la même ville, donc c'est ça. Des fois en saison d'hiver ou d'été, c'est quand même costaud de monter jusqu'à J'avais pas mal de déplacements et la circulation, c'est toujours un peu stressant quand t'es dans ta voiture, que t'es attendu à tel horaire. Voilà, du coup. C'était intense, c'était un rythme, c'était une bonne cadence, mais c'était ok, je le vivais super bien. C'est un passage intéressant aussi de vivre des grosses cadences et de créer de l'effort, mais qui paye complètement. À cette époque-là, je vivais en couple, j'avais pas d'enfants et ma priorité c'était mon cabinet. C'était alors c'est vrai que nous ici c'est un rythme particulier, le rythme saison, parce que les jours fériés on travaille, le 14 juillet moi j'ai toujours travaillé, même à Noël encore plus parce que c'est les vacances scolaires et que du coup il y a du tourisme. T'as toujours quelqu'un qui tombe au ski. Ouais, il y a beaucoup d'affluence, donc c'est des périodes au contraire où on est présent et il faut répondre présent. Et moi, on m'appelait un dimanche, bonjour, j'ai besoin d'une séance, oui, je viens. Ça, clairement, c'est évident que je me souviens très bien de mon rythme et de ce qu'il a fallu donner
comme temps de présence. Mais je sais pas ce que t'en penses, moi, quand je regarde mes années de saisonnière ou même mes années où je massais en saison, je montais dans une vallée, je redescendais dans une autre. Alors, c'est peut-être pas des choses que j'aurais tenues pendant 20 ans, mais je trouve que d'utiliser, j'ai un peu envie de dire, l'énergie de notre jeunesse, en tout cas d'avoir ce passage-là, c'est vraiment un acquis pour ma vie, de savoir que je suis en capacité de mettre de l'effort et que là où j'en suis arrivée à ce jour, je l'ai gagné, en fait, quelque part. Qu'est-ce que t'en penses, toi, de ça, tu vois ? Alors là, ce que j'en pense, c'est... Le mot qui me vient, c'est le mot endurance. Et voilà, c'est être endurant. Et c'est vrai qu'il y a des périodes très intenses, encore plus quand il y a une saisonnalité. Et c'est des périodes où là, pour moi, c'est encore une fois un 360 qui est en jeu. C'est-à-dire... un temps de présence, une qualité de présence. Et pour avoir ça, c'est une bonne hygiène de vie. C'est comme si on faisait un marathon. Ouais. C'est comme si à ce moment-là, en effet, pour reprendre la course à pied et le trail, c'est un gros effort. Donc, on n'a pas le choix que d'avoir une hygiène de sportive. Se coucher tôt, bien manger, bien s'hydrater, garder du mouvement, encore une fois, parce que c'est endurant, parce qu'il faut tenir sur la longueur. Et du moment qu'on est sur quelque chose de fond, d'un effort de fond, eh bien, pour tenir encore une fois sur le long terme, il faut s'équiper de bons outils. Et là, il y a de la discipline. Parce que ce que je trouve, en fait, tu sais, maintenant, on est dans des cultures entrepreneuriales un peu trop, à mon goût, humanistes. Genre, travailler moins pour... Tu vois, alors, je suis pas dans le travailler plus pour gagner plus, mais je trouve qu'on va dans l'autre côté où, en fait, cette endurance, comme tu parles, moi, je trouve qu'elle forge. Qu'elle forge une discipline, qu'elle forge un entrepreneur. Alors, le principe, c'est pas de se coller au burn-out, c'est d'avoir un juste milieu. Mais je reste dans cette période de vie, je me suis prouvé qui j'étais, je me suis prouvé que j'étais endurante, et c'est ça que je trouve intéressant. Quoi. Déjà, il y a, comme tu dis, il y a se le prouver à soi-même, qu'on est en capacité de fournir cet effort, et que cet effort, après, on peut le mettre dans plein d'autres choses dans sa vie. Et puis après, quand on monte une entreprise, pour moi, c'est un passage obligé, parce qu'on a besoin de... Enfin, en tout cas, moi, j'ai besoin de personnaliser énormément mon univers. Et pour le personnaliser, faut s'investir. Et pour s'investir, c'est du temps, c'est de l'énergie, c'est du travail. Et vraiment, là, faut pas le négliger. Moi, le travail, je le vois vraiment comme quelque chose de sain, de porteur. Et c'est pas quelque chose qui est contre-productif. C'est pas de la productivité. C'est vraiment... c'est le travail au sens vraiment, une valeur ajoutée, quoi. C'est primordial d'accorder du travail à ça, quoi. Et surtout quand on monte une entreprise, parce que c'est le premier temps de l'entreprise. L'entreprise a besoin de la personne qui la monte, et faut être là. C'est comme un bébé, quoi. Ouais, c'est ça. Un nouveau-né, quand il arrive, il a besoin de protection, il a besoin de sécurité, il a besoin de présence, il a besoin d'être cajolé. Et une entreprise, c'est pareil. Ça doit être monté avec de la tendresse, de la douceur, de la présence... jour et nuit, quoi. Ouais, c'est vrai, non, mais parce que les nuits où tu cogites, bien sûr, parce qu'il y a le jour où t'es sur le terrain, et puis il y a la nuit ou les autres moments où tu as des idées, où ça trotte dans ta tête, où tu vas prendre des petites notes, où t'as envie d'ajouter ça, et puis ça, et puis ça, et en effet, faut y accorder du temps. Ouais. Et c'est trop génial, mais j'aime bien revenir là-dessus, parce que je vois beaucoup de choses se développer en ce moment, et on fait croire aux entrepreneurs qu'une entreprise, c'est pas un effort. Je reviens justement, tu sais que j'ai eu l'occasion d'intervenir dans l'Institut du leadership féminin, et cette fameuse dame que j'aimerais bien interviewer, Pascal Melka, qui a plusieurs entreprises, qui dit on fait croire aux entrepreneurs que... c'est l'Eldorado et qu'il n'y aura pas d'effort à faire. Et je trouve que des fois, en plus moi, dans le développement personnel, il y a 10 000 euros par mois sans effort, etc. Et ça me fait un peu bondir, parce que bien sûr, il faut travailler son énergie, bien sûr, il faut savoir juste comment se câbler, comment mettre son effort, etc. Mais on fait croire souvent aux entrepreneurs, quel que soit leur style, les libéraux, les gens qui montent des boîtes, etc.,
que ça va être sans effort, et je trouve que c'est un écueil. Et en même temps, je trouve que ça fait partie du voyage du héros. Ce truc au début où tu sais pas, mais t'es mu par ton rêve, t'es mu par... Alors, c'est évident qu'il y a la passion. Hein. Moi, c'est mon métier. Je suis passionnée par... Je suis passionnée par mon métier, mais j'allais même dire je suis passionnée par l'humain, en fait. C'est pas tellement l'ostéopathie par laquelle je suis passionnée, c'est vraiment l'humain qui m'intéresse. Et la sociologie qui m'intéresse, c'est et tout ce que l'humain, tout ce qu'il y a autour de l'humain. Donc évidemment que la passion est là, mais il faut être animé par quelque chose. Et la fin en soi ne peut pas être le dollar ou le billet. Pour moi, c'est une quête, c'est-à-dire que il faut que ça passe encore une fois par le corps. C'est-à-dire que avoir le super CA à la fin de l'année, c'est chouette, mais en réalité, c'est pas ça dont a besoin l'humain. L'humain, il a besoin de ressentir qu'il s'est passé des choses et qu'il a vécu des choses à l'intérieur pour en arriver là. Parce que dire qu'il a 100 cas de chiffre d'affaires à la fin de l'année, ouais, c'est chouette. Mais c'est pas ça qui va le combler. C'est l'extension de la quête de sens. Évidemment. Quand tu fais ton métier passion, autant vachement bien gagner ta vie. Évidemment. Mais l'inverse, que ce soit juste une quête d'argent, là, ouais, il n'y a pas de sens derrière. Il n'y a pas assez de sens, c'est trop creux. On peut pas se satisfaire juste d'un super CA à la fin de l'année. C'est qu'est-ce qu'on a mis et qu'est-ce qu'on a fait et qu'est-ce qui nous a animés et qu'est-ce qu'on a ressenti. Et quand on se dit qu'on a tant à la fin de l'année, c'est ça qui anime la personne. C'est quel moyen il s'est donné pour en arriver là. C'est le chemin et pas le résultat, quoi, si on caricature. Mais pour moi, ça c'est tellement évident. Et c'est vrai qu'aujourd'hui on le perd parce que il y a ce discours un petit peu en surface en effet, un peu partisan du moindre effort, un petit peu de la passivité. Et non, moi ce qui m'a animée, c'est ma passion, ça c'est sûr, mais c'est mon travail, ça c'est sûr que j'en serais pas là aujourd'hui si j'avais pas fourni autant. Ouais. Et justement, là où t'en es aujourd'hui, c'est que toi, à ce jour, parce que tu sais que je voulais t'interroger sur ton business model, on avait l'occasion d'en parler, mais pas à fond. Donc toi, t'as ton cabinet, maintenant t'es établie depuis longtemps, et tu as à ce jour, si je me trompe pas, c'est pas des collaboratrices, c'est des assistantes que tu as. Oui. Donc ça veut dire que tu es déjà mentor de 2 personnes. Oui. 2 ou 3 2. Et ça m'avait interpellée la fois où t'en avais parlé, donc en fait, quand elles travaillent pour toi, en fait tu leur fais une rétrocession mais tu gagnes un pourcentage, ce qui fait que toi, même quand tu n'es pas là, tu as un revenu. Exactement. Est-ce que tu peux expliquer un petit peu comment ça fonctionne ? Oui. Donc c'est rigolo parce que déjà moi c'est quelque chose que j'ai vécu, puisque comme on le disait tout à l'heure, moi j'ai eu 2 assistanats en plus de mon cabinet sur mes premières années, je dirais pendant quand même 5 ans, ouais. Et aujourd'hui, je connais entre guillemets les dessous. C'est-à-dire que je sais ce que ça fait que d'avoir et son propre cabinet et d'être assistante. Parce que du coup, dans mes 2 assistantes, une a aussi son cabinet. Donc le rythme, je vois à peu près ce que ça peut donner, ce qu'on disait tout à l'heure, les déplacements, changer d'une patientèle à l'autre, d'un cabinet à l'autre, parce qu'après il faut se plonger en effet, là pour le coup, dans vraiment le monde de notre métier, au cœur de notre métier, c'est-à-dire que un cabinet égale l'énergie d'une personne, égale une patientèle, et la patientèle qui ressemble à la personne, donc ça veut dire jongler entre 2 univers, hein. Et donc aujourd'hui, oui, j'ai donc Margot et Océane. Donc Margot, j'ai fait appel à elle pour mon congé maternité de Anatole, donc c'était en 2018. Je me suis arrêtée 6 mois. Et donc, voilà, elle a pris mon cabinet pendant que j'étais enceinte et le post-accouchement. J'ai repris aux 6 mois d'Anatole. Et puis, j'ai toujours gardé Margot. Enfin, en tout cas, je lui ai proposé de continuer le travail ensemble parce que moi, du coup, je ne travaille pas le mercredi et les week-ends. Et donc, c'est Margot qui a mon cabinet le mercredi toute la journée et le samedi.
Et puis Océane, elle y est le mardi et le dimanche, parce que moi, j'ai deux cabinets en réalité. J'ai un cabinet à Monetier-les-Bains et j'ai un cabinet à Saint-Martin-de-Carrière, dans un autre village. Et donc, pendant que je suis à Saint-Martin-de-Carrière, Océane travaille dans mon cabinet le mardi et le dimanche, en haute saison, on va dire plutôt. Ouais. Ça peut arriver toute l'année, mais on va dire que... Ouais. Voilà. Donc comment ça marche? Eh bien, les filles sont au cabinet pendant que je n'y suis pas, parce que pour le coup, moi je travaille dans un cabinet médical, donc c'est un centre de santé où je travaille avec des médecins, et moi j'ai un box qui m'est destiné, et donc forcément quand une personne seulement peut être dans le box, j'ai pas plusieurs box dans mon cabinet. Donc quand les filles sont dans mon cabinet, c'est que moi, je suis soit dans mon autre cabinet, soit que je travaille à la maison, soit que je suis en congé. Voilà. Et à ce moment-là, il y a une rétrocession qui se fait, hein, encore une fois, comme quand moi j'étais assistante. Et là, on fait du 70-30. Donc, mes assistantes, elles prennent 70% de la séance, et moi, je prends 30% de la séance. Voilà, ça marche à peu près comme ça. Donc c'est sûr que c'est confortable, c'est vraiment confortable, d'abord parce que j'ai une totale confiance en Margot et Océane, donc ça c'est, pour moi c'est la première chose, hein. Je pourrais pas partir tranquille ou travailler tranquille ailleurs que dans mon cabinet si la personne avec qui je travaille me fait souci, ou me pose souci, ou me pose question. Ouais. Donc déjà, il faut que le climat il soit oui, parce que c'est ta patientèle. Bien sûr. T'as pas envie. Bien sûr. À ce moment-là, on te flingue ton bébé que t'as mis des années. Oui, ça c'est sûr. Ça c'est sûr. C'est. En fait, j'aime bien parler du mot précieux parce que les patients ne m'appartiennent pas. Moi, je pars de... Enfin, c'est mon point de vue, hein. Ma patientèle, en effet, c'est moi qui l'ai construite. Mon cabinet, c'est moi qui l'ai créé. Mais les patients ne m'appartiennent pas. Ils sont libres d'aller voir tel ou tel autre ostéo. Et quelque part, tant mieux. Déjà, je ne peux pas répondre à tous les patients. Et puis parfois, on a besoin, pour telle ou telle dysfonction, tel ou tel motif, ou ce qu'on ressent dans notre corps, de se dire, bah tiens, j'irai plutôt voir telle personne ou telle autre. En fonction des spécialités de chacun. Voilà. Mais par contre, ma patientèle est précieuse. Et au nom de cette préciosité, eh bien, je veux de la confiance en proportion, quoi. Ouais. Donc voilà, ça c'est un premier point. Et puis, où je voulais en venir. Oui, bah en fait, je t'ai demandé... ton business model, tu dis on fait 70-30, etc. Et tu me dis c'est confortable. Oui, c'est confortable parce que, en effet, c'est confortable de pouvoir se reposer sur deux personnes quand moi je fais autre chose. C'est confortable aussi parce que mon cabinet, il est, par exemple là en saison, dans 15 jours, mon cabinet il est ouvert 7 jours sur 7. Et ça, c'est confortable pour moi, mais c'est surtout confortable pour le patient, parce qu'on a en saison une très forte demande. Enfin, là, clairement, c'est des semaines à plus de 60 heures semaine, hein, donc c'est important. Et encore une fois, pour faire de la qualité de travail, eh bien, il faut savoir, à un moment donné, s'arrêter. Moi, j'ai un métier où on peut pas se diviser. C'est-à-dire que moi, quand mon planning il est rempli, du lundi au vendredi, de 9h à 19h, je peux pas me diviser, quoi. Donc, faut mettre d'autres personnes pour assurer. C'est la seule exactement. Pour me ressourcer, moi je me retire du cabinet, donc une autre personne prend le relais. Et voilà. Et après, là où je voulais en venir, en effet, c'est que pour le patient, quand il y a cette affluence qui va arriver, là, notamment pour les vacances de Noël, pendant 15 jours, oui, c'est super d'avoir un cabinet ouvert 7 jours sur 7, quoi. Et voilà, pour tout ce qui est urgence, pour tout ce qui est... parce que du coup, dans ma patientèle, on va dire qu'il y a la patientèle locale, que je suis toute l'année. Il y a les résidences secondaires,
qui viennent pendant les vacances scolaires ou pas forcément, parce que il y a des gens qui sont pas forcément liés aux vacances scolaires, mais en tout cas qui viennent régulièrement dans l'année. Et puis il y a les touristes de passage qui viennent en vacances, quoi. Du coup, voilà. ça fait de l'affluence, quoi. Surtout que t'es Exactement. vraiment au pied des pistes de la station. Exactement. Voilà. Mais pour moi, je voulais évoquer ça parce que je t'avais entendu en parler et c'est vrai que c'est un système de fonctionnement que je connaissais pas. Et en termes de business model, je voulais aussi en parler parce que je me suis dit, là, on le fait chez les ostéos, mais par exemple, s'il y a des personnes qui nous écoutent, qui sont même dans un cabinet de massage, qui se lancent avec quelqu'un qui est bien ancré, parfois, plutôt que de dire, tu fais ta patientèle et tu te débrouilles et voilà, tiens, c'est tant le loyer parce que t'as le mardi, peut-être qu'il y a d'autres façons de fonctionner qui sont en plus entraînantes, surtout pour des jeunes pratiquants, que ce soit en hypnose, que ce soit en thérapie, que ce soit... ça peut être aussi potentiellement intéressant de commencer à travailler à plusieurs. Exactement. Et en plus, moi, ce que j'avais trouvé intéressant, c'était vraiment... même quand tu bosses pas, tu gagnes de l'argent. Oui. Et alors, c'est une vision simpliste, mais finalement, c'est aussi un peu ça. Alors, le principe, pareil, on revient pas sur rien faire pour gagner de l'argent. Non, mais... parce que c'est... Enfin, moi, quand je fais ça, je délègue. Oui. Je délègue pour me servir de ce temps-là pour en faire autre chose. Oui. C'est ça qui est important. Mais pour moi, ce que je vois, c'est, tu vois, quand même... parce qu'on le sait très bien, quand on est entrepreneur, quand tu prends des vacances, tu gagnes rien. Donc c'est toujours un dilemme de l'espace. Voilà, moi, c'est plus sur cette partie-là, parce qu'en fait, on le sait toutes. En plus, quand tu bosses en saison, mais qui ne s'est pas dit, je suis au bord du gouffre, je suis au bout du rouleau, moi, ça m'est arrivé en massage, et qu'on me dise, et que même à l'hôtel dans lequel je bossais, on me disait, en fait, les gens, ils sont là, faut les prendre, quoi, à me farcir des fois, mais 6 massages l'après-midi, enfin, des trucs de ouf. Et moi, ce que je vois, c'est pas tant, tu ne fais rien, tu gagnes de l'argent. C'est plus, tu peux te retirer de l'action qui est, j'échange mon heure contre mon tarif horaire. Bien sûr. Moi, mettre mon énergie sur ailleurs, c'est quelque chose qui est plus nourrissant pour moi pour revenir. Et il y a quand même déjà d'autres personnes qui travaillent. Et d'une, donc tu offres des emplois à des personnes. Et de deux, t'as quand même de l'argent qui rentre, ce qui fait que ce stress et cette pression qu'on a tendance à se mettre de, même si ça va pas, même si j'ai besoin de vacances, même si j'ai besoin d'être avec mes enfants, etc., je ne le fais pas parce que si je ne bosse pas, je gagne pas d'argent. Oui. Et je trouve que ce système-là, et d'une, il peut être porteur pour les nouveaux pratiquants par rapport à une personne qui est déjà installée, et de deux, ça enlève cette pression de j'ai quand même un revenu qui est moindre, c'est 30%, mais qui est moindre, et je trouve que c'est quand même un système qui peut être super intéressant et qu'on peut récupérer et pérenniser dans d'autres secteurs que l'ostéopathie. C'est un système circulaire. Et c'est ça qui est super. Le système circulaire, en fait, il permet à chacun de pouvoir s'épanouir. Océane et Margot, quand elles travaillent dans mon cabinet, elles sont super contentes. D'une part parce que Margot a son cabinet, a son propre cabinet, mais elle l'a lancé il y a pas si longtemps, donc elle bosse pas tous les jours. Ça lui fait une sécurité. Quoi. Exactement. Moi, elle me l'a vraiment énoncé comme ça. Elle m'a dit, moi, Émilie, je veux continuer de travailler avec toi parce que ça me fait une sécurité chaque mois. Océane, elle a pas de cabinet et elle carrément, c'est son gagne-pain. Donc voilà. Et quand elles sont dans mon cabinet, que je leur propose des journées remplies de patients, elles sont super contentes. Elles travaillent, elles gagnent de l'argent. Avec cet argent, elles vont pouvoir faire des projets, etc., etc. Et moi, quand je ne suis pas dans mon cabinet, qu'est-ce qui se passe ? Alors, ce qui se passe aussi, c'est que j'en suis arrivée à un point aussi de ma carrière où... au départ, c'est ce que je disais, je montais mon cabinet, je montais mon entreprise. Et par rapport à mon métier, c'était construire une patientèle. Donc ça a été mon premier objectif. Que mes journées soient remplies, que je puisse travailler, que je puisse pratiquer ce qui m'anime, ce que j'aime et mon métier. Ensuite, une fois que cet objectif a été atteint, parce qu'aujourd'hui, je travaille vraiment toute l'année, je suis pas non plus, en effet, que saisonnière. J'ai vraiment mon cabinet rempli toute l'année. J'ai besoin de me renouveler. J'ai besoin de faire monter ma pratique, moi, de m'intéresser, de me former davantage. Et puis de m'instruire, de poursuivre encore ce pourquoi je suis faite et ce pourquoi j'aime ce métier. Et dans ce métier, comme dans tout métier, il y a aussi quelque chose, il y a une part passion, il y a une part de répétition, il y a une part de curiosité, il y a une part de formation. Et dans la part de répétition, il y a besoin de changer ça. Parce que
Aujourd'hui, c'est plus mon objectif d'avoir mes journées remplies. Aujourd'hui, en plus d'avoir mes journées remplies et mon planning rempli, j'ai aussi besoin encore d'amener ma curiosité ailleurs, d'être en phase de création. Et pour pouvoir être en phase de création, j'ai besoin de temps. Et pour avoir besoin de temps de manière sereine, comme tu dis, j'ai besoin d'avoir un temps de qualité. Et ce temps-là, il est de qualité parce que je sais qu'en contrepartie, ça travaille dans mon cabinet et que je peux compter sur Margot et Océane pour assurer les rendez-vous. Et moi, pendant ce temps-là, je peux poursuivre et je peux créer d'autres projets. Je peux m'investir dans d'autres choses qui aujourd'hui sont importantes et viennent compléter ma pratique. Que ce soit des formations, que ce soit là par exemple comme ce matin l'enregistrement d'un podcast, comme mon site internet, comme la rédaction d'articles, comme écrire une conférence, comme d'autres projets que j'ai encore et que évidemment des fois des trucs qui n'ont rien à voir avec l'ostéopathie mais qui vont te nourrir en tant que personne, évidemment. Mais ça je le dis parce qu'aujourd'hui j'ai 13 ans de pratique et que aujourd'hui j'ai besoin, parce que après moi c'est quelque chose qui fait partie de moi et de mon fonctionnement. J'ai toujours besoin de challenge. J'ai besoin de challenge dans ma vie pour évoluer. Et j'ai besoin de me renouveler en permanence. Parfois, c'est un peu fatigant parce que il y a ce besoin et ça fait quelque chose, mais ça fait partie de l'énergie. Il y a des fois, j'ai plein d'idées, il y a des fois, j'en ai pas trop, des fois, j'en ai pas du tout. Mais j'ai besoin de me renouveler et j'ai besoin d'avoir d'autres projets autour de mon métier, mais pas simplement être sur le terrain. Donc après, c'est aussi pour ça que je me suis diversifiée, que je me suis spécialisée, notamment en ostéopathie aquatique, en ostéopathie dentaire, oromaxillofaciale et je suis aussi hypnothérapeute, je sais pas si je l'ai dit, mais voilà, et puis que je suis formatrice avec les élèves de 5e année de l'école de Marseille et que j'ai aussi besoin parfois de m'ouvrir et là je suis rentrée aussi d'un séjour à Paris qui m'a beaucoup inspirée. J'ai besoin d'aller à la rencontre d'autres professionnels. Donc ça me permet de pouvoir activer et de lancer d'autres projets. D'autres projets. Ça, c'est super cool, mais c'est hyper intéressant et je trouvais... je fonctionne... mon côté businesswoman fonctionne en termes de business model. Peut-être tu l'expliques pas comme ça, mais je vais l'expliquer comme ça. Et je me suis dit, mais c'est hyper inspirant parce que je pense que il y a plein de corps de métier qui peuvent vraiment s'en inspirer. Et tu vois, tu viens vraiment d'expliquer... au-delà de, c'est pas, je reste chez moi sur mon canapé et les autres bossent pour moi, il y a vraiment... Ah oui, il y a autre chose derrière. Il y a vraiment autre chose derrière et c'est intéressant pour tout le monde, c'est intéressant pour les filles qui bossent avec toi et tout, je trouve ça super cool. Et comme tu disais, faire autre chose, on va venir au trail, mais je garde la carotte pour la fin, parce que je voudrais... Entre autres, je voudrais... Ça prend du temps. Ça prend du temps, après, peut-être je te ferai revenir, on va faire un podcast long, mais ça va être super intéressant. Je suis en train de m'en étouffer. Comme je te le disais tout à l'heure quand on discutait en aparté, moi je voulais aussi t'amener sur le sujet de ta famille et notamment de tes enfants, parce que t'as une façon de gérer ta vie, de gérer ta famille et de gérer ton rôle de maman que je trouve extrêmement inspirant et qui est empreint de liberté. C'est une très grande valeur chez moi, je pense que tu l'auras compris, l'aventure et la liberté, c'est extrêmement important. Et j'avais déjà fait une interview comme ça d'une femme pareil qui avait fait sa maternité avec ses propres codes. Et toi, je voulais t'amener un petit peu là-dessus, parce que tu fais partie des personnes, alors on en a quelques-unes autour de nous, notamment Caro, qui est quand même assez libre dans sa façon de fonctionner et tout, mais je trouve que souvent la maternité, les femmes ou les couples les vivent de manière assez enfermante, où pour ma vision à moi, c'est ils font un enfant, ils en prennent pour 18 ans, alors de l'intérieur tu le prends peut-être pas comme ça, et toi je t'ai rarement entendu en parler, en tout cas jamais en termes de freins, il y a toujours des solutions, oui je prends soin de mes enfants, mais ça veut pas dire que je dis non à toutes les propositions. Voilà, je t'amène sur le terrain. J'aimerais que tu me dises, toi, quelle est ta façon de vivre ta maternité? Quels sont tes codes, tes règles pour ne pas t'oublier et continuer d'être une femme, une entrepreneur, tout ça? Bien sûr. Tu vois, ta vision, c'est quoi, toi, là-dedans? Je dirais que oui, empreint de liberté, c'est très juste. Et je dirais empreint de modernité.
parce que c'est pas forcément, ça correspond pas forcément ça correspond à notre génération, ça correspond pas à la génération de mes parents par exemple. Ça correspond pas à la génération de mes grands-parents et peut-être d'autres. En tous les cas, alors là j'inclus mon conjoint parce que mes enfants je ne les ai pas fait tout seuls et que l'éducation qu'on leur donne là pour le coup on est deux et c'est un point sur lequel on s'entend je trouve parfaitement bien, on est en symbiose. Et c'est un gros plus aussi parce que c'est pas quelque chose qui est conflictuel au quotidien. Donc du temps de présence, là c'est pareil, on en parlait tout à l'heure, mais c'est donner des bonnes bases dès le départ. C'est quoi des bonnes bases? Est-ce que ça peut... Des bonnes bases, c'est donner un cadre pour moi. Ouais. C'est-à-dire que une fois que le cadre est posé, ça sécurise et après on peut jouer dedans autant qu'on veut. Mais s'il n'y a pas de cadre, mais c'est la foire. C'est quoi ton cadre par exemple? Mon cadre, alors ça va passer par des choses tout à fait basiques. C'est une certaine organisation. Donc c'est un certain planning, c'est un respect de la journée, donc des horaires, d'un lever, d'un repas, de sieste, de coucher, de jeu, voilà. On est sur du rythme encore aussi. Ouais, c'est vrai. Au début, c'est quelque chose, j'avais peur de m'enfermer dans une certaine rigidité, mais en fait, pas du tout. Encore une fois, pour moi, je dessine un cadre. Et une fois que ce cadre il est dessiné, de toute façon, je veux dire ça, je ne l'ai pas inventé. Un enfant, il a besoin de se sentir en sécurité. Et pour se sentir en sécurité, il a besoin d'être cadré. L'enfant, il va toujours pousser, par contre, à décaler le cadre. Ouais. Et nous, les parents, en tout cas jusqu'à un certain âge, me paraît évident de devoir être là en tant que référent. On est des êtres référents. On n'est pas des êtres parfaits, mais on est des êtres référents avec nos références qui bougeront et qui peuvent bouger, encore heureux. Mais par contre, il faut que l'enfant sente que c'est stable et que c'est sécure. Déjà, c'est important. Ensuite, je dis on en effet avec mon conjoint, je pense qu'on voit l'enfant qui arrive et qui s'adapte. C'est pas, j'ai longtemps gardé cette image en tête. C'est pas les parents qui vont s'arrêter parce qu'il y a un enfant qui arrive. C'est l'enfant arrive dans nos vies et on continue de vivre. C'est hyper intéressant ce que tu dis là. Je rebondis dessus pour que ce soit bien entendu parce que moi, avec mes 18 ans de pratique de thérapie, je vois que c'est l'inverse qui se met généralement en route et je pense que c'est l'un des prismes les plus enfermants. Ouais. Et ce que tu dis, ça fait écho. J'ai posé une fois la question à mes parents. Je leur ai dit... parce que j'avais capté qu'ils avaient ça et en fait je leur ai posé la question de comment ils avaient vécu les trucs. Ils m'ont dit forcément la première année c'est un peu différent, mais ils ont dit on t'a emmené partout. On n'allait pas s'arrêter de vivre. Ils ont fait attention, on n'allait pas en boîte de nuit quoi. Mais en fait je pense que beaucoup oublient l'adaptabilité de l'enfant et de vraiment pas s'arrêter de vivre. Et il y a un vrai point là que je voulais souligner parce qu'en plus mes parents l'ont mis en place et ça m'a donné aussi cet instinct de liberté, je pense vraiment. Bah oui. Et je pense que c'est vraiment quelque chose à noter et à retenir, c'est que les enfants sont hyper adaptables. C'est sûr. Et que s'arrêter de vivre pour se mettre au service de l'enfant, je pense que c'est pas le meilleur truc à faire, ni pour les uns ni pour les autres, quoi. C'est vrai que nous, en tout cas, pour Anatole, on a fonctionné comme ça. À la naissance d'Anatole, c'est simple. Anatole, il avait 1 an et quelques... Alors déjà, avant ça, on est parti à Copenhague en sac à dos et Anatole avait... on est parti en mars et il est né en janvier, donc c'est simple, il avait 3 mois. Et puis à ses 1 an et demi, on est parti 1 mois et demi en Indonésie. Et ça s'est hyper bien passé. Enfin, je veux dire,
Alors là, c'est sûr que je parle de voyage, mais parce que pour moi, le voyage, c'est tellement représentatif de l'adaptabilité. C'est là où on se limite, en plus, où la évidemment, c'est du dépaysement, que ce soit au niveau alimentaire, au niveau d'un climat, au niveau d'une culture, au niveau de transport, au niveau d'une population. Donc déjà, oui, ce côté voyage. Et loisirs, parce que c'est vrai qu'on a à cœur avec Sébastien d'offrir, j'allais dire encore, des possibilités de mouvement à nos enfants, au sens où l'outdoor est très important pour nous. Et d'abord parce qu'on vit dans cet écrin-là, on vit dans cet environnement-là. Donc nous, on vit en montagne. Briançon, c'est quand même à 1200 mètres d'altitude, enfin 1100 ici en bas. Voilà. Donc c'est toujours plus intéressant de s'adapter à notre terrain, quoi. Et s'adapter à notre terrain ici, ça veut dire il fait froid, on s'équipe correctement, mais on va aller dehors, on va pas rester à la maison toute la journée parce qu'il neige en fait, parce que là ça va pas le faire, les enfants ils vont tourner en rond et puis la maison elle va être sans dessus-dessous. Donc non, ici de toute façon ça nous pousse aussi à apprendre à gérer avec les éléments qui nous entourent, que ce soit le climat, la température, les saisons, les paysages. À Briançon, enfin en tout cas à Briançon, et puis chez moi, on sort de chez moi, on a une montée comme ça, donc ça veut dire aussi encore une fois un peu le goût de l'effort, parce que sinon on fait rien, quoi. À Briançon, ça fait que monter. Notre centre-ville, il y a une rue centrale qui est plate, mais sinon ça monte et ça descend tout le temps ici. C'est pour ça que c'est une recrudescence de vélos électriques. donc voilà, là encore une fois, le goût de l'effort, il est là, et c'est dès le plus jeune âge. Mais c'est pas l'effort, contraint. C'est du plaisir. Et nous, en tant que parents, on a plaisir d'offrir ça à nos enfants. Par contre, on les éduque. On va pas leur mettre direct le 1000 mètres de D+, quoi. On y va à leur rythme. Mais par contre, oui, c'est s'adapter à l'hiver où il fait froid, c'est s'adapter à l'été, c'est s'adapter aux rivières, c'est ça. Enfin, je dis aux rivières parce que on a quand même été pas mal dans l'eau, parce que Sébastien était un ancien guide de rivière. Mais voilà, le vélo, encore une fois, l'expression corporelle, qu'ils puissent déjà se débrouiller avec ce qu'on leur a offert, c'est-à-dire se débrouiller avec leur corps, quoi, qu'ils soient bien dans leur corps. Et pour ça, c'est de la pratique, c'est du terrain, c'est... Bon, en plus ici on a quand même un accès au sport et à tout ça, et être dans son corps qui est quand même hyper ouvert. Donc oui, c'est un point important dans la manière d'éduquer nos enfants, la débrouillardise, savoir se débrouiller, être agile. Ouais, habiter son corps, en fait. C'est ça, hein, c'est pas percher au-dessus, mais habiter son corps, l'utiliser et expérimenter le monde à travers lui, quoi. Oui, et ça veut dire aussi le rendre autonome. Mais en fonction de son âge. Parce que quand on habite correctement son corps, on va s'autonomiser au fur et à mesure. Et on va accompagner en tant que parent ces phases d'autonomie. Mais même dès petit, le petit nourrisson, à un moment donné, il va passer du dos sur le ventre, et puis après, il va passer à quatre pattes, et puis après, il va ramper, et puis après à quatre pattes, et puis il va marcher, et puis un jour, même tout petit, on le porte beaucoup, puis à un moment donné, il peut aller aussi dans une poussette, et à chaque étape, il y a un petit peu d'autonomie que l'enfant gagne, et que nous, en tant que parents, on gagne à nouveau aussi. Et en effet, après, c'est rester libre, ouais. Justement, sur ce rester libre, parce que, après, j'aimerais vraiment qu'on prenne le temps d'aller vers le trail, mais c'était pour moi super important, parce que, justement, ce que tu mets en place en tant qu'entrepreneur, ce que tu mets en place, comme on va en parler de la pratique du trail, à mon avis, ça va sur toutes les sphères de la vie. Toi et Seb, vous mettez en place vraiment une façon de fonctionner. Bon, on le voit là parce que maintenant il vient de partir, il part plusieurs jours par semaine bosser à Grenoble, mais t'as quand même toujours une grande liberté. Quand je t'ai rencontré,
j'ai toujours rencontré Émilie et pas Émilie maman. Ouais. Il y a vraiment un truc, tu vois, Mm. de je veux aller me faire, comme on s'est fait il y a 15 jours, une soirée où il passe des films de montagne, je me débrouille, je fais garder mes enfants. Mhm. Il y a quelque chose qui t'arrête pas et qui reste en liberté. Oui. Pour toi, c'est quoi que t'as à l'intérieur de toi, que t'as modélisé, je sais pas vraiment comment l'exprimer, mais tu vois, c'est quoi que t'as développé à l'intérieur de toi pour t'autoriser, parce que souvent c'est des histoires d'autorisation personnelle en fait, hein. Souvent on s'autorise pas, on culpabilise par rapport aux enfants, etc. Qu'est-ce qui fait que t'arrives à t'autoriser, à garder ta vie et à pas t'engouffrer dans ta casquette de maman, à t'y perdre? Parce que je me dis que j'ai plusieurs missions de vie, que j'ai à cœur d'être maman, mais que j'ai à cœur d'être professionnelle, que j'ai à cœur d'être femme, et que j'ai à cœur de faire monter ces différents rôles. Donc déjà de les garder, et pour les garder, ça veut dire en prendre soin. Donc mon couple, j'ai envie d'en prendre soin. Et pour en prendre soin, ça veut dire s'accorder du temps à deux. Et pour s'accorder du temps à deux, ça veut dire se dégager ce temps-là. Et ça veut dire faire garder nos enfants, encore une fois, avec des personnes de confiance où nous, on est tranquille et on peut faire ce qu'on a à faire. En tant que professionnel, c'est encore une fois me dégager à chaque fois un temps pour chaque rôle, même si aujourd'hui tous ces rôles m'habitent et font partie de moi. C'est pas cloisonné, c'est pas clivé en moi, pas du tout. Par contre, c'est de l'organisation. C'est de l'organisation parce que là pour le coup faut pas se le cacher, 2 enfants, une famille, c'est intense, c'est du rythme, c'est fatigant aussi parfois, c'est pas toujours facile, mais ça demande une bonne organisation. Mais pour moi pour être épanouie, j'ai besoin de garder ces différentes casquettes absolument. C'est chaque rôle aussi qui m'apprennent les uns. C'est pour ça qu'il n'y a pas du tout de clivage, parce que parfois c'est dans mon rôle de maman que j'apprends quelque chose de l'ordre du professionnel. Parfois c'est dans mon rôle de professionnel parce que je reçois une famille, et c'est vrai que dans mon métier je suis quand même au cœur des familles. Parfois je peux avoir les grands-parents, les parents, les enfants, les petits-enfants. Donc forcément ça me renvoie quelque chose. Donc parfois c'est dans mon métier que je vais apprendre quelque chose de l'ordre de la maman. Parfois c'est quand je suis en effet en train de courir dans mon effort, que je vais me dire tiens, je vais avoir une petite lumière, une révélation, et tiens, que je vais mettre en place dans mon... Donc voilà, tout ça pour dire que ces rôles se complètent les uns les autres, et que je ne pourrais pas m'épanouir seulement dans un. Ce serait pas suffisant pour moi. Et que j'ai une vision 360, que ce soit sur l'humain, le corps, encore une fois. Le corps n'est pas juste une structure osseuse. Et dans ma vie, c'est pareil. J'ai une vision 360, et ces différents rôles me composent. C'est hyper intéressant ce que tu dis, parce que c'est des termes que j'utilise quand j'accompagne les gens, de leur dire ok, on va peut-être s'occuper d'un seul pôle, mais on va regarder à 360 degrés. Je prends souvent la métaphore du pion du Trivial Poursuite, où chaque camembert est une casquette que t'habites en fait. Mais en fait, ça visuellement parlant, les gens peuvent se représenter ça et dire ok, quel camembert est surinvesti, qu'est-ce qui est désinvesti, etc. Toi, du coup, t'es mue vraiment par des valeurs de liberté. On parlait tout à l'heure aussi, quand on discutait en off, de prise de risque, d'essayer de dire ok, on sait pas, mais pour faire avancer notre couple, notre famille, ou même toi, ton entreprise, tu prends des risques d'essayer quelque chose d'autre. C'est sûr que tout est exercice, tout est expérience, et on a toujours à apprendre d'une expérience. Et c'est vrai qu'il y a des choses... Alors ça, c'est mon esprit un peu intuitif. C'est vrai que dans la vie, je fonctionne plutôt comme ça. Dans un premier temps, je vais plutôt être intuitive et me lancer dans quelque chose. Et puis après, j'ai besoin d'y mettre du sens. J'ai toujours besoin d'y mettre du sens, ou en tout cas de comprendre un petit peu pourquoi j'ai fait ça. C'est une question que je me pose en permanence. C'est dans un deuxième temps, mais pourquoi je fais ça ? Pourquoi je mets ça en place ? Et en fait, pourquoi quand je me pose cette question, je pars à la découverte de moi-même. Et c'est pour ça que cette prise de risque-là,
elle m'habite et elle fait partie de ma vie parce que sans prise de risque, j'aurais l'impression de passer à côté de certaines pièces de mon puzzle, quoi, de certaines facettes de moi-même. Donc il faut prendre le risque de briser les carcans, de briser les structures établies, de tout ça, quoi. Oui, parce que je me connais un peu, mais en fait, c'est à chaque fois que je prends un risque comme ça, sans me mettre en insécurité, mais je prends un risque. Ah oui, je me découvre davantage, et puis je me découvre davantage, et puis je ne savais pas que j'étais capable de faire ça, mais en fait, je l'ai réussi. Et sans ça, j'aurais l'impression de pas de rester que dans mon petit univers, dans mon petit bocal. Ouais, c'est sûr, la prise de risque m'invite à me découvrir davantage. Mais sur moi et sur ma vie et sur la famille que j'ai créée, enfin. Et la vie que tu te crées aussi, quoi. Et la vie que je me crée aussi. Parfois il y a vraiment ce côté intuitif au départ, je me dis mais pourquoi je me lance là-dedans. Ouais, mais suivre ses élans finalement aussi, ça reste le truc, c'est ok, je sais pas pourquoi je le fais, des fois je me dis je suis complètement barjot, mais suivre les élans du cœur parce que le cœur ne ment pas, en fait. Et puis derrière en fait ça a du sens et c'est la quête de sens. Ça c'est pour, enfin oui, ça fait partie de mon fonctionnement. L'intuition et de mettre du sens après, de mettre du sens aux choses, parce que ça donne une trajectoire. Ça va m'aider à donner une direction. Au départ, il y a un élan, on ne sait pas trop pourquoi on le fait, et puis en fait, les choses se dessinent et puis nous amènent de prise de risque en prise de risque, ou en tout cas d'exercice en exercice et d'expérience en expérience, ouais. Et c'est rigolo parce que quand on commence à rentrer là-dedans, en fait, on voit qu'en cascade, parfois c'est toujours plus fort, plus haut et plus surprenant. On se surprend, enfin moi parfois je me surprends moi-même. Et du coup, je vais en venir, là je trouve une parfaite transition. Le trail, est-ce que pour toi le trail est une prise de risque à un moment donné? Bien sûr que ça l'a été. C'est une prise de risque d'abord parce que c'était inconnu. Donc du moment que c'est inconnu, c'est toujours une petite prise de risque. Je ne savais pas si ça allait me plaire, rien que ça. C'est une prise de risque aussi parce que ça veut dire une organisation. Ça veut dire se détacher du temps pour ça. Et est-ce que je vais être bien, encore une fois, avec cette organisation-là? Et pour être bien, on va y mettre tous les bons ingrédients. Mais je suis pas sûre que ça marche. Et après, on se rend compte que si, parce que si on s'y est bien pris et qu'il n'y a pas de raison que ça marche pas. Mais oui, c'est une prise de risque au sens où le trail, c'est, en tout cas moi je le vois comme ça, c'est plein de mini-aventures. Et on peut pas savoir de quoi est fait une course, un entraînement. Honnêtement, je pense que dans 99% de mes sorties, que ce soit mes sorties entraînement ou mes courses, il s'est passé quelque chose que je n'avais pas prévu. Et ça, c'est une aventure. C'est une petite aventure, mais c'est une petite surprise. Et toutes ces petites surprises sont des petites aventures. Je me suis perdue. Je suis tombée nez à nez avec un animal. Je suis tombée face à... tiens, je devais aller là. Ah non, je me souviens très bien, il y avait un éboulement parce qu'on avait eu des pluies torrentielles. Et du coup, je pouvais pas traverser la rivière. Voilà. Parce que à ce moment-là, j'ai la montre, mince, il faut que je rentre parce que j'ai un contretemps, etc. Chaque sortie a une petite anecdote. Qui te demande vachement d'adaptabilité. J'ai oublié mon dos, mince, il faut que je trouve... j'ai pas assez d'eau, je manque d'eau, où est-ce que... Alors, je regarde sur ma carte, où est-ce qu'il y a une petite fontaine. À chaque fois, il se passe quelque chose. C'est une aventure, quoi. Exactement. Donc, du coup, on va remettre un peu de contexte. Si je me trompe pas, t'as attaqué le trail il y a 1 an et demi. Oui. En gros, donc grâce à ta copine Marine qui t'a mis au trail, qui fait du trail, et son compagnon fait du trail aussi. Exactement. On est dans une famille de trailers.
Qu'est-ce qui t'a déjà mis le pied à l'étrier, tu vois, de cette nouvelle aventure qui était la physique enfin, je pense qu'en termes de physique, on passe dans des extrêmes avec le trail, hein, on le sait. Oui, là, c'est sûr. Qu'est-ce qui t'a déjà, hormis la proposition et laissé vraiment attirer dans la discipline, fait y rester, etc. Qu'est-ce qui t'a fait cliquer avec le trail? Alors encore une fois, je suis diesel, moi. Hein. Je suis quand même une tortue, hein, à la base. Ça fait 4 ans qu'elle m'a parlé. Non, pas du tout. Là, pour le coup, j'ai plutôt été rapide, c'est-à-dire que Marine m'a parlé de ce trail des écrins et je pense que j'ai cliqué. C'était direct pour une course, en fait. Ah oui, c'était direct pour une course. Donc c'était très bien. Je me souviens très bien. C'était en mai. Enfin, c'était oui, c'est ça. C'était début mai et le trail était. J'ai dit début juin tout à l'heure, mais c'était fin juin. Le trail des écrins, c'est toujours autour du 24-25 juin. Donc on était à 2 mois, quoi. Exactement. J-2 mois. Et là, donc pour remettre dans le contexte, Octave avait 1 an et demi. C'est un enfant qui a très 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 mal dormi jusqu'à ses 9 mois, que j'ai allaité pendant 9 mois. Et suite à ça, je n'avais toujours pas repris le sport. Donc j'ai repris progressivement quand même. Et j'avais besoin d'un nouveau sas et d'un nouveau rôle et de remettre, en tout cas de réouvrir cette fenêtre-là du loisir du sport que j'ai toujours eu dans ma vie et que là c'était un peu refermé suite à ma maternité. J'avais repris un petit peu entre Anatole et Octave, mais pas grand-chose, franchement. J'avais surtout repris du yoga et du pilates. Et en effet, avec le trail, c'est quand même c'est un effort exigeant et qui demande d'être préparé. En tout cas, moi, j'ai besoin de voilà, quand je fais ce genre d'effort, de prendre soin de mon corps. Ça, en termes d'endurance et de pousser dans certains... Voilà. Enfin, tu vas puiser dans tellement des réserves que tu as intérêt à nourrir ces réserves. Quoi. Oui. Et puis, mon but, c'est de faire les choses bien et de faire les choses dans la longueur et dans la durée. Et par ma sensibilité avec mon métier, par ma sensibilité sur le corps, etc., j'ai envie de prendre soin de mon corps, donc d'y arriver prête. Donc, en effet, là, j'ai mis en place un programme d'entraînement. Et puis, j'ai monté le volume petit à petit, que ce soit en durée, que ce soit en intensité, que ce soit en terrain varié. Là, sur 2 mois, là, tu parles. Sur 2 mois, pour être prête à minima. Pour donner une référence, le trail des écrins, c'est combien de bandes? Alors là, c'était 23 km et je crois qu'il y avait 1600 mètres de dénivelé. 1600 mètres de dénivelé positif. Donc c'est pas d'un coup, c'est tu montes, tu descends, tu descends, hein, quand on parle en dénivelé positif. C'est ça. Alors là, au niveau du parcours, il y a quand même une bonne montée d'un coup dès le départ. Dans le trail, enfin en tout cas sur ce parcours-là, c'est vrai que la montée, elle est dès le départ. Démarrage en côte. Ouais, voilà, c'est un peu ça, ouais. Et comment ça s'est passé pour toi ce premier trail? Alors ce premier trail, donc j'étais avec mon amie Marine, il y a mon frère qui était là aussi. Ouais. Et puis j'y suis allée par curiosité parce que c'était mon premier dossard. Et c'était, comment dire, à la fois excitant, ça c'est évident. C'était à la fois exigeant. Ça c'est sûr parce que je pense que j'avais jamais fait une montée comme ça dès le départ. Et puis challengeant parce que je n'avais jamais fait ça et je ne savais pas jusqu'à ce que je franchisse la ligne d'arrivée si j'en étais capable. Et là encore, Marine était devant. Enfin, j'étais devant au départ. Marine m'a doublée. Puis mon frangin m'a attendu au ravito et ensuite on est reparti ensemble et puis après il est parti un peu devant. Moi j'étais dans ma bulle, je me suis vraiment constitué ma bulle et je me souviens très bien d'une personne en face de moi, c'était une jeune femme qui avait un maillot blanc, un short blanc et c'était un peu mon guide, quoi. Ton lièvre. Exactement, c'était un peu mon lièvre et je m'accrochais à elle. Et surtout en montée,
on va dire que j'ai plus de facilité en descente. Les montées sont plus dures pour moi au niveau cardio-respi, au niveau des jambes, des muscles. Je réponds plus facilement en descente qu'en montée. Et donc là, je me suis gardée cette fille en lièvre, ouais. Et je l'ai accrochée. On a passé le col. Là, j'ai déroulé sur les mètres un peu plats, et puis j'ai attaqué ma descente, super. Mais j'ai couru, on s'est toujours suivi un petit peu avec cette fille à la fin. Et je dirais sur les 15 derniers kilomètres. Et là encore, ben voilà, c'est ça qui est génial avec le trail, c'est que il y a de la rencontre même dans ce genre de course. Voilà, je suis partie avec mon frère et Marine. Je me suis retrouvée avec Alice parce que du coup elle s'appelait Alice. Et je l'ai attendue sur la ligne d'arrivée. Elle est arrivée un petit peu après moi et voilà. Et c'était super. C'était une certaine fierté. C'était une première. C'était une première et les premières, elles ont toujours une petite saveur particulière. Parce que ça annonçait un peu le début de quelque chose. Et justement, c'est la question à laquelle j'allais venir. T'aurais pu te dire, allez, je fais un trail, je me laisse des filles, j'arrive derrière. Exactement. Qu'est-ce qui fait que t'as cliqué et que t'as continué avec la pratique et que maintenant ça devient une discipline quotidienne, si ce n'est hebdomadaire? Ouais, c'est le goût c'est un petit peu le goût du toujours plus, encore une fois se renouveler. Entre elles, il y a la possibilité de se renouveler dans plein de choses différentes, que ce soit sur un parcours. Il y a des tonnes et des tonnes de parcours différents parce qu'il y a des tonnes et des tonnes de montagnes différentes et que la nature nous offre des sentiers magnifiques. Donc déjà, il y a une variété de terrains illimitée. Et en effet, il y a de l'inspiration parce qu'il y a vraiment des coureurs qui m'inspirent. Ça, c'est sûr. Il y a une rigueur. Tout à l'heure, je parlais que ce soit dans la construction d'une entreprise, de discipline et de rigueur. Et le trail me fait du bien de ce côté-là parce qu'il me permet de garder une certaine rigueur dans mon hygiène de vie, dans ma manière de vivre. Souvent, on fait beaucoup de ponts de toute façon entre le sport, voire le sport de haut niveau et l'entrepreneuriat. Ouais, il y a quelque chose de très similaire. Exactement. Et ça me fait du bien parce que c'est pas, encore une fois, ce n'est pas de la rigidité, il y a beaucoup de souplesse dans tout ça, il y a beaucoup de plaisir avant tout, hein. En plus, moi je suis amateur, il y a du sens toujours. Je suis pas professionnelle, donc l'idée c'est quand même de garder un maximum de plaisir. Enfin, si je fais ça, personne m'oblige à faire ça et c'est vraiment du plus dans ma vie. Donc le plaisir est fondamental et puis, encore une fois, c'est la découverte corporelle. C'est le dépassement de soi. Bien sûr. On a eu une grosse discussion, rappelle-toi, sur le dépassement de soi, et tu me disais, il se passe quelque chose. Oui. Tu veux bien essayer de me redire ce que tu m'avais dit ce jour-là? Vraiment, le dépassement de soi, ça amène des trucs où tu vas toucher à des choses, etc. Clairement, c'est quand on prend le départ d'une course. Alors, c'est vrai qu'il y a une petite différence entre entraînement et course. Alors, j'aime beaucoup mes sorties entraînement parce que c'est un autre flow, t'es dans un autre mood, c'est beaucoup de partage. Alors moi, il faut savoir que c'est vrai que la plupart de mes entraînements, au départ, je les faisais seule. Maintenant, j'arrive à les composer avec une amie et ça, c'est vraiment chouette. Et une course, c'est un mood encore un peu différent. Et là, le dépassement de soi, clairement, il est là et il va être porteur. Dans un premier temps, il y a une concentration. Je dirais que avant d'arriver à l'état un petit peu de transe, il y a un état de concentration. Si je suis bien dans mon matériel, je suis bien dans mon équipement, si je suis bien dans mes premières foulées, mes premières sensations, être énormément à l'écoute de mes sensations corporelles, de mon corps. Et puis après, une fois que ça c'est ok, que je sais que j'ai mon eau, que j'ai mes barres de céréales, que j'ai
mais voilà, que tous mes petits réglages sont faits, c'est déjà des soucis en moins. Une fois que je me sens bien dans mes sensations, que j'ai calé ma respiration, que j'ai calé mon rythme, que j'ai trouvé un peu mon intérieur, là, à partir de là, ça déroule. Et là, ouais, je rentre dans un état un petit peu de transe. Je sors un peu d'une certaine réalité. Il y a un petit état second, c'est ça. Et puis, il y a un état de flottement. En fait, c'est comme si, parfois, je me voyais... Il y a aussi un petit état de dissociation. Parfois, j'ai l'impression que mon corps court et que, en fait, moi, je suis quelque part au-dessus. C'est comme si je me voyais un peu, en fait, courir, parfois. Comme si mes jambes avaient une longueur d'avance ou mon mental, ça dépend, ça peut varier. Et ça, c'est un état que je n'ai jamais trouvé ni dans la danse, ni dans l'art, ni dans un autre sport, ni dans le yoga. C'est vraiment l'état que je trouve dans le trail. Selon toi, qu'est-ce qui induit cet état, qui est clairement un état de transe Alors, c'est pas le second flow, c'est le flow, je crois, ça s'appelle. Dans le trail. Ça peut s'appeler comme ça, quand tout se passe bien, hein, c'est pas toujours le cas. Oui, quand tout se passe bien, on trouve pas le flow à chaque fois, mais il y a quand même un état qui reste Enfin, moi, en tant que chamane, je le perçois vraiment, parce que je l'ai touché dans d'autres sports, comme un état modifié de conscience. Alors, c'est pas l'état modifié de ton conscience où ton corps s'effondre et que t'es pas là et que t'es en train de voyager dans un autre monde, mais ça reste un état hypnotique, qui est une transe. Oui. Je sais plus quelle était ma question, du coup. Qu'est-ce qui amène cet état de transe, je crois, c'était ça la question. Je me suis perdue, du coup. Oui. Une petite longueur dans le podcast. C'est vrai que je l'ai perdu. Je l'ai perdu aussi. Mince, attends, Ah oui, non, c'est le fait de passer par le corps et par l'effort et par le dépassement, un certain seuil de dépassement de soi, selon toi, qui amène... C'était ça ma question. C'était ça, et moi, j'étais en train de construire ma réponse au sens où, là, je me raccroche à la physiologie, c'est-à-dire que le cardio, la respi, les muscles, c'est ça qui amène ce certain état de... cet état de flow, on peut l'appeler comme ça. Oui, parce que on pousse le corps, parce que on monte en altitude, parce que on monte en effort. C'est de la chimie. Là, vraiment, c'est de la chimie. C'est un chimie d'hormones, de physiologie qui se passe à l'intérieur du corps, quoi, qui nous amène là. Et c'est, selon toi, du coup, c'est intéressant ton regard d'ostéo, là, parce que tu disais, t'as un état de dissociation, il y a quand même quelque chose qui se passe au niveau de l'esprit, parce que c'est ça, l'état de transe. Donc, est-ce que pour toi, c'est cette chimie du corps qui sous-tend, qui fait qu'il y a un switch au niveau du cerveau? C'est quoi, pour toi, qui se passe à ce moment-là? Je pense qu'il y a aussi un état, il y a un conditionnement. Quand on s'inscrit sur des courses, ou encore une fois, ça peut être le cas sur un entraînement, l'idée n'est pas toujours de prendre un dossard, mais il y a une certaine comment dire, il y a une certaine dissociation parce qu'il y a un conditionnement, parce qu'on s'est conditionné à réaliser tel effort. Moi, quand je m'inscris sur une course, prenons l'exemple de cet été, je n'avais jamais fait de 45 km. C'était la première fois que je faisais ça, que je faisais autant de kilomètres. Donc, il y a une part d'inconnu. Mais pour y arriver, encore une fois, je vais mettre les bons ingrédients. Enfin, je vais essayer de trouver les bons ingrédients, en tout cas qui me concernent moi, qui peuvent être différents d'une personne à l'autre. Et pour moi, la phase de conditionnement est importante parce que je vais déjà projeter l'effort. Je vais déjà projeter la course dans ma tête. Je vais imaginer le point A, je vais imaginer le point B, l'arrivée. Et puis, ce que je ne sais pas, c'est ce qui va se passer entre. Mais par contre, je vais me conditionner pour. Et pour me conditionner, et en tout cas pour m'aider, je vais avoir besoin d'images. Et des images positives, des images agréables qui vont me faire tenir tout ce parcours. Parce tu te mets en visualisation quelque part.
En hypnose, tu te mets en auto-hypnose. Je me mets oui, parce que l'hypnose fonctionne avec beaucoup d'images et beaucoup de comparaisons, de métaphores, d'histoires. Je fais un lien rapide, mais ça reste les légers états de transe restent des états d'hypnose. Oui, je suis tout à fait d'accord. Et oui, je me raconte une histoire. Je me raconte une histoire et où je me visualise passer la ligne d'arrivée, si c'est vraiment mon objectif. Après, passer la ligne d'arrivée, c'est un objectif, mais c'est pas toujours... l'objectif, parce que encore une fois le trail c'est fait de plein de petites aventures et c'est toujours surprenant, parfois on sait jamais ce qui va arriver et la base du trail, enfin pour m'être intéressée un petit peu à l'histoire du trail, c'est à la base c'était on s'inscrit, on sait pas si on va arriver au bout quoi, ça on ne sait pas. Par contre on va faire en sorte et on va se donner les moyens pour. Mais en fait, on ne sait pas si on va y arriver. Quand on n'a jamais fait quelque chose et quand c'est autant exigeant, on ne sait pas si on va y arriver, si c'est le bon jour, si on est bien disposé ce jour-là, si dans notre corps et émotionnellement et mentalement, on est fait pour y arriver aujourd'hui. Donc, on va s'aider. Moi, pour m'aider, en effet, je vais me raconter une histoire. Et cette histoire-là, elle est composée d'images. Au fur et à mesure de mon parcours, au fur et à mesure du kilométrage, et petit pas après petit pas après petit pas. Ce qui m'aide aussi énormément, c'est le partage. C'est évident que le partage humain, c'est évident que j'ai toujours besoin, et surtout en course, alors pas pendant mes entraînements, mais surtout pendant mes courses, qu'il y ait une petite histoire autour de mes courses. C'est pas juste prendre un dossard, je mets mon dossard et je fais ma course et je passe ma ligne d'arrivée et ciao, je rentre quoi. J'ai vraiment besoin c'est une aventure que ça à tous les niveaux, quelque chose. Oui. C'est une aventure humaine, corporelle, sportive. Oui, bien sûr. Et puis un partage humain, soit parce que je vais partager cette course, parce que à l'inscription, c'est dans un lieu qui est particulier, qui m'est cher, voilà, ou soit parce que c'est une inscription avec une amie et on va partager ça ensemble, ou avec ma famille, ou il y a quelqu'un qui, il y a des personnes qui nous suivent aussi sur les courses, donc c'est une émulation de groupe, en fait. Oui, t'as tout un y a un collectif. T'as tout un collectif qui porte le coureur, en fait. Et souvent, d'ailleurs, j'ai écouté beaucoup de podcasts de trailers et qui disent que oui, en fait, ce qui les aide à tenir parfois, c'est qu'ils sont pas tout seuls. C'est la personne qui a le bon mot au ravito. Bien sûr. C'est quelqu'un de l'équipe qui est sur le bord de la route qui dit vas-y et tout dans une côte. Et c'est souvent la plupart... Ça te relance. La plupart relatent que c'est leur équipe derrière qui les a portés jusqu'à la ligne d'arrivée, quoi. C'est parce que toi, tu vis quelque chose et tu fais vivre quelque chose à d'autres personnes. Et puis, c'est tout ça qui est fort, quoi. Et qui va te porter et qui va t'aider à passer cette ligne d'arrivée ou ton objectif. Si tu passes pas la ligne d'arrivée, c'est pas grave, mais peut-être que tu as quand même réalisé un objectif. C'est trop bien, ça me donne trop envie. Le trail, même si ça fait, on va dire, qu'1 an et demi que t'en fais, mais du coup, tu pratiques quand même beaucoup. Pour toi, en tant que personne, en tant que même maman, qu'entrepreneur, etc., on va remodéliser dans l'autre sens, qu'est-ce que ça t'a apporté ? Justement, avec toutes ces histoires de dépassement de soi, d'entraînement, de rigueur, qu'est-ce que ça a changé dans ta vie, en fait ? Ça m'a appris la patience. Ça m'a appris la patience et ça m'a appris parfois la patience et l'impuissance. Ça m'a appris la douceur. Enfin, ça c'est quelque chose que j'aime et que j'espère. Je dégage aussi, mais parce que j'aime pas faire les choses en force Et en effet, sur des courses exigeantes, mon but, c'est pas d'y aller en force, de pousser le truc, de bourriner, quoi. J'ai envie de faire les choses avec douceur, avec plaisir et en prenant soin. Et du coup, ça m'a vraiment appris. Alors là, pour le coup, c'est transversal. Alors peut-être que la douceur
que j'investis dans mon rôle de maman avec mes enfants, ben c'est peut-être là que je la puise pour le trail, plus que dans le trail vis-à-vis de ma famille. Mais en tout cas, la patience, oui, parce que et ça m'a appris l'humilité. Enfin, voilà, c'est des valeurs qui me sont importantes et que j'espère avoir toujours en moi, mais ça me l'a. C'est d'autres niveaux de profondeur. Ouais, en fait, voilà, je l'ai exploré davantage. Voilà, c'est ça. Je l'ai vraiment exploré davantage parce que c'est toujours intéressant de repartir entre guillemets à zéro. Ouais. Ça m'a beaucoup appris en effet. Le trail, comme je disais, je ne connaissais absolument pas ce monde-là et je suis partie de zéro. Alors j'ai couru, le premier dossard que j'ai mis, c'était les 10 km Névages-Briançon qui se passe chez nous. C'était, je pense, j'avais pas encore mes enfants, c'était avec mon papa et c'était 10 km. Mais oui, c'était une partie du SMI en fait. Voilà, c'est ça. Okay. Et puis je me souviens petite, j'avais fait des crosses, enfin j'avais fait les crosses du collège et tout. Voilà, des trucs comme ça. Mais bref, je partais pas de zéro dans la course à pied. Mais dans le monde du trail, je ne connaissais pas. Je ne connaissais pas même les grandes figures du trail. Je ne connaissais pas l'histoire du trail. Parce que ça, c'est pareil. Quand je me lance dans quelque chose, j'aime bien m'intéresser, encore une fois, à 360. Qui a fondé ça ? Comment ça s'est créé ? Quelle est l'histoire de cette discipline, de ce sport dans lequel j'arrive ? Voilà, j'aime bien m'intéresser aux choses de A à Z. Donc, ouais, j'ai exploré l'humilité parce que je suis partie de zéro et que quand on part de zéro, on n'arrive pas première tout de suite, hein. Et que ça peut, hein. Mais... ouais, bon, il y en a pas beaucoup quand même. Donc voilà, ça permet de remettre beaucoup d'humilité en soi. Donc l'humilité, ça se compose de plein d'émotions différentes et du coup de beaucoup de phases d'observation, beaucoup à observer. Je me remets en tant que comme un petit peu spectateur, j'observe un peu, tiens, ça se passe comme ça, tiens, lui, il fait comme ça, tiens, lui, il a tel matériel, ok. Et puis, petit à petit, je viens m'inspirer, en réalité, de certaines personnes, en effet, qui composent le trail, que ce soit des amis proches ou que ce soit des professionnels et des élites. Mais ouais, l'humilité, ça fait du bien. Ça fait du bien de redescendre, de repartir à zéro sur quelque chose et de remonter au fur et à mesure, exactement. Ouais, c'est vrai que c'est hyper intéressant. Et du coup, il faut de la patience pour ça parce qu'on sait pas tout de suite, parce que on va s'informer, parce qu'on va s'y intéresser, parce que il y a des fois on va se louper, et de retrouver aussi en effet certains échecs ou certaines erreurs, plus que échecs à la limite. Mais ouais, certaines erreurs, ouais. Ouais, c'est intéressant cette notion de redevenir débutant à quelque chose. Exactement. En fait, en permanence. Et puis en même temps, là, tu amènes vraiment la notion de dépassement physique, never ever. Ouais. Et en même temps, en termes de challenge et de perspective de progression, il y a de la marge, quoi. Exactement. Te dire aussi que, en effet, le fait de repartir de zéro, devant toi, t'as une projection qui t'est donnée et puis à toi d'en faire quelque chose, quoi. Ouais. Parce que tout à l'heure tu parlais justement du toujours plus. Oui. Là on est dans un domaine où ça va, il y a un petit peu de choix. Là ouais, c'est surtout aujourd'hui, c'est vrai qu'on en parle beaucoup, que c'est un sport qui est assez montant, un peu à la mode. Et où il y a des niveaux, où il y a des records un peu tous les jours. Donc il y a tout qu'à faire, quoi, en plus. Oui, il y a plein de choses qui peuvent se passer encore. Donc ça offre des possibilités, ouais, c'est sûr. Et justement, dans le toujours plus, toi maintenant, t'es en train de commencer à monter. On va ouvrir, on va arriver vers la fin de cet épisode. Là, ça fait 1h30 qu'on est ensemble, mais tout doucement. Donc toi, t'as couru 1 ou 2 45 km ?
1,45. 1,45 km. Et moi, je le sais, mais est-ce que tu veux bien dire sur quoi tu t'ouvres maintenant et c'est quoi ton prochain challenge? Oui, mon prochain challenge, c'est 2025 et c'est fin avril. C'est le week-end du 24-25 avril. Et ce sera le Grand Raid du Ventoux. Ouais. Donc là, c'est un 85 km. Ouais, sur combien de mètres de dénivelé? 4000, je crois qu'il y a 4000 et quelques, 4000 mètres de dénivelé sur 86 km. Voilà. Entendez bien. Et t'en as un autre prévu l'été aussi? Ouais, dans la continuité, ce sera en juillet. Et là, ce sera donc par chez nous. C'est dans le Queyras. Et ce sera le Grand Raid du Queyras. Et c'est donc le 67, parce qu'il y a plusieurs parcours. Et donc là, ce sera le 67 et c'est le trail des Crêtes. Donc 67 km. Je sais même plus trop combien il y a de dénivelé, je crois. Il doit y avoir une mais bon, oui, il y a minimum 3008, quelque chose comme ça de dénivelé. Puis de toute façon, t'as une projection sur 2026 même, on en parlait. Je sais pas si t'as envie d'en parler, t'es pas obligé, mais... Ouais, c'est ça, je le garde un peu encore en secret. Tu veux bien le garder un peu en secret? Je vais le garder un peu en secret. Pour moi, ce qui était intéressant d'aborder ça, même si on donne pas les détails, c'est de voir toujours la course d'après. Même si 86, faut déjà le passer, de voir déjà les courses de 2026. Parfois, de voir loin permet de mieux passer les autres étapes. Tu vois, je trouve que pour moi, la vision, elle doit être très très grande pour passer les autres étapes. Oui, et puis parce que, encore une fois, ça fait du bien de rêver. Ouais. Ça fait du bien de rêver et de rêver grand. Ouais. Et puis après, les choses, elles peuvent se modifier, elles peuvent... Après, on peut revenir sur les choses, c'est pas grave. Il n'y a pas de honte à quoi que ce soit. Encore une fois, c'est de l'humilité. Et puis, si ça se passe bien, c'est super. Et si ça se passe moins bien, on réajuste. C'est ça, c'est du réglage et du réajustement. Mais en tout cas, ouais, ça me fait du bien de voir grand au départ. Ouais. Et puis après, c'est vraiment étape par étape. Ouais. Mais ça veut pas dire que ça veut pas dire qu'on peut pas projeter un objectif super intéressant et challengeant et puis un beau défi loin. Et puis pour y arriver, on va mettre sa petite pierre à chaque fois à l'édifice et puis on va construire quoi. On va construire les choses au fur et à mesure. Super. Écoute, alors si tout est maintenu comme on l'a prévu, normalement je serai sur Terravito, certainement du 86 en tout cas. Bon, on verra, peut-être qu'il y a du mouvement de vie, mais et j'aimerais te proposer officiellement dans le podcast, on pourra toujours de t'enregistrer. Oui. Et de faire un podcast à l'intérieur de ta course. Ah, ok. Ouais, Est-ce que ça t'intéresserait de faire un truc comme ça? Parce que souvent, on parle... en fait, c'est un peu d'écouter les intérieurs de course de Mathieu Blanchard, tu sais, dans mon bain. Ouais. Je trouve ça super inspirant parce que là, on parle d'un truc, on est toutes les deux assises sur un canapé, on n'est pas en train de se transcender. Oui, c'est... Mais j'aime bien les trucs un peu en mouvement. Oui. Et bon, c'est parce que ça me venait que ça se lancerait en podcast et tout. On a toujours la liberté de changer d'avis. Bien sûr. Mais tu vois, pourquoi pas de faire une petite interview de début de course à l'intérieur de la course, sans te poser des questions de l'espace dans tes ravitaux, mais tu vois, d'enregistrer les échanges qu'on a, moi de dire ce que je suis en train de voir et de faire un débrief de fin de course. Je pense que tu sais que je m'adresse aussi à beaucoup de sportifs, donc il y a des gens qui sont dans le monde du sport qui nous écoutent, et tu vois, à l'intérieur de la course, qu'est-ce qui se passe exactement? Je pense que ça peut être super intéressant et super vivant. Je suis d'accord avec toi un épisode comme ça. En tout cas, être au cœur d'un effort, ce sera forcément d'autres choses qui vont sortir que, comme tu dis, plutôt là, en statique, en échange. Ce sera un autre univers. Et puis, c'est sûr qu'en termes d'émotion, ce sera pas pareil non plus. Ce sera différent. Mais c'est toujours intéressant. Et moi, j'adore écouter des podcasts au cœur de course. Il y a des super podcasts en plus aujourd'hui et des gens qui donnent énormément de leur temps pour ça. Et je trouve ça passionnant, en plus, qu'ils puissent nous partager tout ça. D'ailleurs, on se garde cette idée dans la boîte, mais justement, j'allais pour clôturer te poser 2-3 questions qui sont, tu vois, quelles sont tes inspirations? Est-ce que tu as des podcasts, des bouquins, tant sur le niveau du trail que tout ce dont on a parlé, qui, toi, sont une inspiration et que tu pourrais partager? Je les prendrai à l'écrit après, je les mettrai en dessous du podcast. Ouais. Mais tu vois, qu'est-ce qui t'inspire? Si tu avais des ressources là à donner, ce serait quoi? Ce serait... alors...
pour rester un petit peu là dans le monde du trail. Il y a Course épique que j'aime beaucoup. C'est quoi, c'est un podcast? C'est un podcast. Course épique. Course épique. En parallèle et un peu sur exactement le même niveau, c'est Dans la tête d'un coureur. Ouais. Voilà, ça c'est deux podcasts que j'aime beaucoup. Après, il y a des films super inspirants sur parfois la plateforme Uptrack, je crois que c'est comme ça. D'accord. Enfin, en tout cas, Oui, c'est Uptrack. là que j'ai vu, par exemple, le film de Anne-Lise Rousset sur son GR20 que j'ai adoré, sur la hard rock. Voilà, il y a le film pareil de Ludovic Pomeray de cette année là sur sa hard rock qui était super. Tu vois, c'est tous des trucs que je connais pas, donc c'est super intéressant. Tu me les redonneras à l'écrit. Ouais. Ça c'est pour vraiment dans le monde du sport, du trail. Voilà, j'ai regardé pas mal de films, enfin en tout cas de documentaires aussi de François Daen, voilà que j'aime beaucoup. De Camille Bruyat aussi que j'aime beaucoup. Camille Bruyat qui est une creuse de trail aussi. Voilà. Après, dans le domaine de la créativité, alors c'est le livre. Un ou deux trucs comme ça. C'est le livre que je suis en train de lire en ce moment. C'est La créativité est un art de vivre de l'auteur que je n'arrive pas trop à... c'est pas grave, on cherchera et puis je mettrai tout à l'écrit en dessous du podcast. Mais tout ce que tu viens super de dire, bouquin. Un bouquin que je suis aussi en train de lire, voilà, qu'on a partagé ensemble, c'est Pitch. Ouais. L'art du pitch. L'art du pitch. Pareil, mon bouquin, il est quasiment, il doit être dans ma chambre, mais je mettrai en dessous l'art du pitch, c'est que c'est effectivement pour pitcher ses idées, pour pouvoir les communiquer aux gens. Exactement. Lever des fonds aussi, quand on a besoin de lever des fonds pour une grosse expé, un gros projet qui nous tient à cœur. Exactement. Dans ce bouquin-là, il est en train de pitcher, de nous aider à pitcher tout ça, en fait. Comment être convaincant. Ça, c'est chouette aussi. Il y a une personne que j'ai beaucoup écoutée dernièrement, c'est Alix Petit, c'est une fondatrice, c'est la créatrice de la marque M-Stone, donc c'est rien à voir là pour le coup, c'est des fringues. C'est des fringues, c'est du vêtement. Non mais voilà, c'est une personne que voilà, j'ai écouté son podcast récemment et il m'a beaucoup inspirée. Celui que tu m'as partagé. Là. Exactement. Donc même si c'est de l'univers de la mode, c'est sa créativité et puis sa manière de voir un petit peu et de mener sa vie que je trouve chouette. Je dirais un truc un peu pas gnangnan, mais non, il y a ma famille qui m'inspire. Clairement, là il y a mon conjoint qui m'inspire par rapport à son nouveau job, son nouveau boulot et comment est-ce qu'il s'y prend. Enfin vraiment big up Seb. Ouais, on te fera transmettre le podcast. Non, vraiment je suis super épatée franchement. Prise de risque aussi là encore. Grosse prise de risque et surtout détermination. Enfin, on en parlait encore avant-hier parce que il me disait mais je suis tellement heureux d'avoir décroché ce boulot et je suis tellement content d'avoir persévéré parce qu'en fait il me disait qu'il était à deux doigts d'abandonner quoi parce qu'en fait c'était pas si simple de gagner le premier job et clairement il l'a eu avec sa persévérance et sa détermination. Donc ça j'ai trouvé que c'était deux valeurs qu'il fallait absolument garder quoi. Persévérance et détermination. Voilà. Donc, ma sœur, par rapport à ce qu'elle fait aussi dans son métier et par rapport à comment aussi est-ce qu'elle mène sa vie. Mon frère aussi par rapport à sa détermination, lui aussi dans le monde du trail, et ça je trouve ça génial parce que ça nous a énormément rapprochés, bien qu'on soit super proches, frangin-frangine, mais c'est vrai que de pouvoir partager ça avec mon frangin, je trouve ça génial. Là d'ailleurs le grand raid du Ventoux, il y aura et mon frère et mon père. Donc c'est en fait je vais faire un podcast inside avec la famille Joss quoi. La saga. Donc il y aura peut-être aussi ma sœur, ça peut être super peut-être fun, aussi avec ma sœur et Marine d'ailleurs sur les ravitaux. Donc c'est vraiment génial. Ma mère, je dirais évidemment parce que
c'est quand même ma source. Je veux dire, si je vous ai partagé tout ça aujourd'hui, c'est qui je suis, mais c'est d'où je viens aussi. Et ça, je veux vraiment pas. Enfin, j'ai cité mon père, mais là pour le coup, je citerai mon père et ma mère parce que d'où je viens, c'est ma cellule familiale, c'est mon clan familial et les valeurs qui t'ont transmises, bien qui t'ont sûr, permis de construire cette vie, en fait. Je pense que c'est important de valoriser ça et le fait d'être devenue maman, je le touche du doigt d'autant plus. C'est là aussi quand je suis devenue maman, je partais de zéro parce que c'est un univers que je connaissais pas et pareil, ça m'a ramené beaucoup d'humilité. Ça m'a permis d'explorer à nouveau beaucoup l'humilité et puis ça a ramené beaucoup de tendresse vis-à-vis de mon père et ma mère. Et ouais, c'est sûr que je trouve que c'est important de pouvoir se dire qu'aujourd'hui j'en suis là, mais parce que je me suis appuyée sur des valeurs fondamentales qui m'ont transmises. Donc de les citer, ça me paraît Ils font partie de tes inspirations, en fait. Oui, ça c'est sûr. Partie de tes inspirations. Et après, dans mes inspirations, là pour le coup, je dirais que c'est tous les jours. Franchement, j'aime même parfois me donner cet exercice-là de me dire qu'est-ce que tu as appris aujourd'hui ou qu'est-ce qui t'a inspiré aujourd'hui. Et là, pour le coup, j'aime revenir sur des choses accessibles à tous, c'est-à-dire ce qui nous entoure. Donc, je veux dire, quand je sors de chez moi, que je vais dans la rue, à partir de ce moment-là, n'importe quoi peut m'inspirer. Puiser l'inspiration au quotidien, en fait. Exactement. Ça peut être un inconnu dans la rue, ça peut être sa manière, sa démarche, sa posture, sa tenue vestimentaire, ça peut être un paysage, ça peut être une conversation que j'entends d'une oreille, ça peut être... ça, c'est le côté, je dirais, encore une fois, accessible à tous. On est tous... on y a tous accès et profitons-en, quoi. C'est une chance qu'on a de pouvoir s'enrichir les uns les autres, quoi. Cool. Voilà. Une toute dernière question pour clôturer, parce que le podcast s'appelle donc Write Your Own Legend, écris ta propre légende. En quoi c'est important pour toi d'écrire sa propre légende, sa propre vie avec ses propres codes Ou, je peux tourner la question autrement, selon toi, selon tes termes, c'est quoi écrire sa légende? C'est quoi écrire sa vie avec ses codes? Alors pour moi, c'est personnaliser son univers. Pour moi, quand j'écris ma propre légende, ça veut dire que je personnalise et que je vais chercher au plus profond de moi-même, dans les méandres et dans mes abysses, ce qui fait que je suis moi, Émilie. Qu'est-ce qui me différencie des autres? Pour moi, et ça c'est quelque chose que j'ai toujours mené et que je mènerai toujours, qui dérange un petit peu parfois. Alors mon but n'est pas de complexer, mais plutôt d'inspirer les autres. Mais j'ai toujours un peu à cœur de me distinguer, ou en tout cas de me différencier. Mais pas pour... pas me différencier en me mettant au-dessus, mais plus à me différencier en allant chercher ton unicité. En moi, qu'est-ce qui est différent d'une personne, entre moi et cette personne. Qu'est-ce qui fait que je suis différente et comment je vais pouvoir valoriser ça au service de moi-même. Super, ouais, cette unicité, faire que t'es Émilie et pas la poutre ou la voisine d'à côté. Et me forcer même parfois à m'extirper un petit peu du clan, à m'extirper un peu de la masse pour me voir moi, mais pas encore une fois pour écraser les autres et pour être au-dessus des autres, pour au contraire renforcer encore un petit peu plus qui je suis et comprendre qui je suis et me découvrir encore davantage. Ouais, pour moi, ce que j'entends, c'est exploiter vraiment pleinement cette incarnation et cette vie qui t'est donnée à l'intérieur de ce corps. Bien sûr, oui, si je peux encore... parce que plus je vais apprendre à me connaître, et bien ça, je vais le mettre au service de moi-même, mais j'ai à cœur d'avoir toujours ce sentiment de servir à quelque chose et dans la vie. Et
Et du coup, c'est tellement enrichissant et c'est tellement satisfaisant de se dire que j'ai pu mettre à contribution mes qualités, mon talent, mes atouts au service du monde. Ouais. On va s'arrêter là, juste ça, voilà. C'est trop beau, donc on peut s'arrêter là. Merci beaucoup, Émilie. Je crois que ça va être mon premier long podcast. Je savais qu'un jour je ferais des longs formats, c'est maintenant. Non, mais c'est parfait. Je voulais vraiment t'interroger sur tous ces sujets-là. Puis de toute façon, il y aurait encore énormément à dire. Mais du coup, avec un peu de bol, on se retrouve avec la famille. Je voudrais quand même te dire merci aussi, Karine, parce que franchement, c'est un super exercice. Merci de m'avoir invité à faire ça parce que, encore une fois, un exercice de plus dans lequel je me suis testée et qui m'a permis, je trouve que c'est toujours enrichissant, intéressant de s'écouter. Et je prendrai le temps de réécouter, même si là je l'ai formulé, mais d'écouter à tête reposée le podcast parce que je suis sûre que quand on s'écoute, finalement on va justement découvrir des nouvelles petites facettes. Tiens, mais oui, pourquoi j'ai dit ça? Et si je l'ai dit, c'est parce que, et tatati, et tatata. Et ouais, je trouve que c'est vraiment un super exercice. Ouais. C'est pas facile de parler de soi, c'est vraiment difficile. Je le dis tous les jours à mes patients. Parfois, je les félicite en leur disant bravo parce que je trouve que c'est une des choses les plus dures dans la vie, de parler de soi et de qui on est. Sans justement se faire mousser, et on n'est pas là pour ça. Mais au contraire, c'est plutôt challengeant, et ça permet de faire un petit bilan, de se dire voilà, j'en suis là, et tiens, où j'ai envie d'aller maintenant, et de faire un petit état des lieux de tiens, finalement j'ai raconté un peu ma vie, des petits bribes, et puis moi ce que je trouve intéressant, et c'est pour ça aussi que je t'ai invité, c'est que parfois on se rend pas compte à quel point notre démarche et notre façon de vivre peut être inspirante pour les autres et leur permettre de se créer des autorisations et d'ouvrir des portes. Et c'est vraiment le pourquoi de ce podcast, c'est qu'ils surfent sur ma médecine, mais c'est pas juste regarder, il y a quelqu'un qui a fait ce que vous savez pas faire, c'est certaines personnes l'ont fait, donc vous pouvez le faire aussi. Et créer ça avec vos propres règles derrière, mais c'est d'ouvrir toujours le « tout est possible ». Tu me connais, everything is possible. Oui. Et tout est possible, et c'est que chaque personne interviewée, ou chaque fois que moi-même je vais raconter mes histoires, c'est d'ouvrir un nouveau champ des possibles pour toutes les personnes qui nous écoutent. C'est sûr. C'est l'inspiration d'être en être, c'est magnifique. Merci beaucoup. Merci. À très vite. Merci beaucoup. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le noter et à le partager pour inspirer encore plus de personnes à écrire leur propre légende, à suivre leur chemin avec leurs propres règles. Alors à très vite pour de nouvelles aventures.